Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi, je vous souhaite un très bon week-end. On enchaîne, je crois que c'est le 5e live de suite, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et désormais samedi, on ne s'arrête pas. Il est vrai que l'actualité, elle est dense entre la Ligue 1, le récap mercato, la Ligue des Champions, l'Europa League, les tirages au sort, tout ça. On est au taquet, donc j'espère que ça va pour vous. Peut-être l'entendre à ma voix que je suis encore un petit peu malade. C'est pas je vais pas dire c'est pas la grande forme, ça va, je peux quand même faire un live, donc il y a pire évidemment comme situation. Mais je me suis dit que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses sur le marché des transferts, d'un point de vue du recrutement, du mercato. Ça bouge un petit peu dans tous les sens. On a des joueurs pour qui on va un petit peu s'intéresser à des situations, type Ademola Lookman, qui pourrait rejoindre Fenerbahçe. Alors c'est pour l'instant un peu en stand-by, il y a peut-être l'Atletico qui va aller là-dessus. On a Ciro Immobile qui va arriver dans la Ligue des Talents, incroyable, franchement. Qu'en pensez ? Est-ce que c'est pas quand même un petit paradoxe d'avoir le 4ème budget de Ligue 1 et de faire des recrutements comme moi quand je débarque sur Football Manager, que je vais dans la catégorie joueur libre ou genre hop, réputation, tiens, Ciro Immobile. Après, écoutez, on verra ce que ça donnera sur le terrain, mais c'est vrai que Ciro Immobile, je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui, mais quand même le Paris FC avait déjà tenté Edin Dzeko, donc je pense qu'il recherchait à tout prix un attaquant, et ça sentait l'ancien, et bon, Ciro Immobile, j'ai regardé avec Bologne, c'est vrai qu'il s'est fait un claquage à la cuisse, donc il n'a pas été vraiment très présent cette saison, mais l'an dernier avec Beşiktaş, il a marqué sa quinzaine de buts, donc à voir, hein, franchement, de toute façon l'objectif c'est un petit contrat de 5 mois, s'il marque ses 4-5 buts, peut-être qu'il arrivera à aider le PFC à se maintenir. Moi je suis pas forcément inquiet pour le maintien des Parisiens, qui ont quand même fait un mercato assez intéressant, hivernal, avec Monetti, Coppola, collé au chaud, et donc Ciro Immobile, ce fameux numéro 9. On sentait qu'ils cherchaient à tout prix un numéro 9, et je pense qu'ils ont activé pas mal d'options différentes, des plans E, des plans F, parce que Stassin, parce que Ablin, c'était peut-être pas faisable, Matistel également, donc tu te rabats sur Ciro Immobile, mais bon, tu as quand même encore Crasso, Jubels, t'as pas mal de monde au Paris FC, donc on va voir ce que ça peut donner. C'est vrai, Dalinga qui pourrait rejoindre l'OL, Sheriff au Fener, avec tout comme Lookman, sa situation vis-à-vis du Fener. Et donc, une info qui vient de tomber ce matin, Mamadou Sarr va quitter Strasbourg. Je sais pas si vous savez la destination, moi je suis un peu tombé de ma chaise, je m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment tombé des nues. Chelsea. Comment ça ? Moi je pensais que il allait peut-être ailleurs, tenter un autre challenge, et non, Mamadou Sarr va rejoindre Chelsea. J'imagine que les négociations, encore une fois, ont été rudes, âpres entre les deux parties, que ça a dû s'échanger des fax jusqu'au bout de la nuit. Pas simple de s'entendre entre les deux parties. Donc Mamadou Sarr qui devrait poursuivre sa carrière à Londres. Et on a Anselmino, ce joueur argentin qui a été rappelé par Chelsea à Dortmund, et du coup c'était forcément pour faire un jeu de chaise musicale quoi. Oui, je sais, mais 12 mai que Mamadou Sarr a déjà signé à Chelsea. Je sais pas si j'étais assez ironique, second degré dans mon intonation, pour désigner à quel point ce transfert était particulier. Mais oui, du coup, Mamadou Sarr a signé à Chelsea. Il a été prêté, enfin, il a fait un mois pour la Coupe du Monde des clubs. Puis derrière, il a été reprêté à Strasbourg, et finalement après en même temps quand on parlera de Mamadou Sarr et qu'on fera un focus là-dessus, on se rendra compte que c'est quand même un mec qui a crevé l'écran avec sa canne, et que Chelsea qui recherche à tout prix un défenseur central supplémentaire, plutôt après si je parle vraiment d'un point de vue sportif logique, plutôt que d'aller mettre 60 millions sur Jacquet et se complexifier la tâche, autant aller récupérer le joueur qui t'appartient, et hop, c'est bon, c'est cadeau. Ce qui est dommage, c'est que forcément, c'est toujours le même jeu de le tour de passe-passe, voilà quoi. Que à Strasbourg, tu sais que la durée de vie des joueurs, c'est encore une fois max un an et demi. Et là, il y en a qui restent que 6 mois. On regarde Kendry Paez, il va signer au River Plate. Alors apparemment, Kendry Paez, il profitait bien de la nuit strasbourgeoise et de quelques virées nocturnes en Allemagne. Ça ne regarde que lui, comme disaient les inconnus, ça ne nous regarde pas. Merci beaucoup Deathstroke pour le petit prime, merci beaucoup le boss, tu régales. Donc comme toujours, le récap mercato c'est quoi ? On va se regarder les dernières infos sur le fil de l'équipe, et après j'ai préparé différents dossiers concernant l'actu chaude. Donc voilà, j'ai ciblé Lookman, Immobile, le fameux neuf du Paris FC qui est tant recherché, qui va donc arriver, et puis cette histoire de Mamadou Sarr, comme tu le dis en plus, Bizerski, c'est vrai que tout bête, c'est Rosseignor aussi qui l'a eu sous ses ordres pendant 18 mois. Pareil pour André Santos, qui est redevenu un joueur avec pas mal de temps de jeu.
Donc forcément, pour lui, autant s'appuyer sur des valeurs sûres qu'il connaît. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu Rosseigneur débarquer à Chelsea, je me suis dit, forcément, il y aura peut-être des rumeurs Barco, pourquoi pas Diego Moreira. Il y a Emega qui a déjà signé. Donc on va voir par la suite comment ça va se passer, quoi. Anselmino, qui est parti en pleurs de Dortmund et qui veut pas partir à Strasbourg, va jouer avec la réserve de Chelsea maintenant. C'est particulier, hein. C'est particulier. De toute façon, tu sais que quand tu t'engages avec Chelsea, t'es dans un top club européen. Mais si t'es un jeune, tu peux être très vite dans une sorte de machine à broyer. Tu peux enchaîner les prêts. Et des fois, tu peux être un petit peu perdu au milieu de tout ça, quoi. Souvenez-vous de Samuel Smith, un latéral qui a signé à Strasbourg cet été, qui a été rappelé au bout de 30 jours pour être envoyé autre part. C'est que des fois, c'est même pas des shots de 6 mois. Des fois, c'est 30 jours. C'est vraiment des périodes d'essai. Donc c'est quelque chose d'assez prononcé. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin, que vous avez la forme, que vous êtes à fond. J'en profite pour vous saluer sur le chat, j'ai déjà commencé à dire quelques blazes, mais bonjour à Marley, Deathstroke, Dark Chirac, Hippolyte, Flip qui dit bonjour Pipion, le chat, cet homme ne s'arrête plus, je le vois plus que ma femme. Non mais quand je te dis, c'est vrai que on enchaîne pas mal de live, j'ai la motivation. Comme je vous dis, je suis un peu malade, mais rien de grave. Et voilà, l'actu elle s'y prête. Et en vrai de vrai, j'aime bien live en ce moment. C'est vrai que le stream, moi j'en faisais surtout pour débrief Ligue 1, débrief Ligue des Champions, un petit peu des trucs au milieu du bingo, des fois les rencontres internationales. J'ai pas un rythme, tu vois, on va dire quotidien. Moi, c'est plutôt 2 fois par semaine. Mais pour le coup, voilà, je me suis dit que j'avais envie de vous parler de ce mercato, j'avais envie de vous parler de Ligue des Champions, tout ça. Et à chaque fois, on passe de bons moments. Je pense que je me forcerais pas à live s'il n'y avait pas à la fois, tu vois, la petite flamme. Et si en même temps, je savais que mon chat global, je vous jette des fleurs, hein, mais vous êtes quand même très sympa. Depuis que j'ai commencé à stream il y a 5 ans, j'ai dû bloquer 3 ou 4 personnes. Je pense que je dois avoir un des meilleurs ratios, même si j'ai pas énormément d'abonnés comparé à certains, c'est quand même pas mal. Et du coup, à chaque fois, je passe des bons moments, on a des discussions foot apaisées. C'est pas dans ma nature, j'élève rarement la voix et vous êtes plutôt disciplinés, vous êtes là avec vos bons arguments. Donc moi, écoutez, tant que ça continue comme ça, il y aura toujours la foi, la motivation de stream, quoi. Donc toujours un plaisir. Salut à Anthony qui est là pour la première fois, comme Aquila, comme Velociraptor. Ça fait plaisir d'avoir toujours des petits nouveaux dans le chat. Izeki et bien sûr Soso Chat, la modératrice, qui vous rappelle de vous abonner, de liker, de commenter. Disponible à chaque fois en rediff sur YouTube et également en podcast. Dédicace aux auditeurs du COP de Scipion sur Deezer, Spotify, Apple et toutes les autres plateformes. Merci aussi à Milopone. Oula, pas simple le blaze à 11h du mat. Milopium qui a lâché son petit prime. Ça fait grandement plaisir. Et Ribakina qui gagne l'Open d'Australie, nous annonce Hugo SSE. C'est vrai que l'Open d'Australie, à partir des quarts, j'ai l'impression que c'est vraiment monté en régime, monté en gamme. Et il se passe plein de choses. Le match de Djokovic hier, il était incroyable. Franchement, j'ai trop kiffé. Merci beaucoup Ezeki aussi pour le petit abonnement, tu régales. Ce qui est fou, c'est que Musetti menait 2-7 0 contre Djokovic et il voit le mec qu'il était en train de taper, lui il a dû abandonner malheureusement avec sa blessure aux adducteurs, et il voit le mec qu'il était en train de vraiment dominer, se qualifier pour la finale. Du coup c'est toujours un petit what if. Après on sait que Sinner Musetti c'est autre chose mentalement qu'un Djokovic Sinner, donc à voir ce qui se passe. Et Novak, ce qui est quand même assez fou, c'est qu'il y a un journaliste qui lui a posé une question hyper maladroite en conférence de presse avant la demi-finale. Il a dit vous avez couru derrière Rafa et Roger, maintenant vous courez derrière Sinner et Alcaraz. Et Djokovic, il lui a dit avec un peu de tact, de classe, il a dit je pense que la question est un peu irrespectueuse parce que je suis quand même le mec qui a gagné le plus de grands chelems. Bah oui, c'est fou quoi. Bien sûr que peut-être qu'en termes de, je sais pas, c'est toujours pas dire manque de popularité, manque de reconnaissance. C'est un mec qui a jamais été, tu vois, unanimement reconnu parce que Federer et Nadal avaient plus de fans, mais ce qu'il a fait c'est dingue. Et surtout continuer à 38 ans, le niveau qu'il a eu au service au 4e et 5e set, il a divinement bien servi. Franchement, j'étais choqué. Donc bravo à lui de continuer à nous faire vibrer. Et quand on voit Alcaraz qui a fait 5-7 contre Zverev, qui passait par tous les états, moi je me dis qu'il y a un monde où il va chercher le 25e. Il y a un monde où ça peut le faire pour Djoko, quoi.
Salut Deathstroke, Scipion, je te regarde dans les airs dans le téléphérique. Ça, c'est magnifique. Des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages. La dernière fois, c'était quand? C'était débrief Ligue des Champions. Quelqu'un qui disait je t'écoute depuis le parcage visiteur, je sais plus quoi. Ça, c'était trop drôle. Genre vraiment, j'imagine la fin du match et hop, allez, on se met ses petits AirPods et on écoute le débrief Ligue 1, le débrief de Scipion. Ça, c'est quand même assez savoureux. Donc on va passer, on va dire, une bonne heure ensemble à naviguer sur les différentes actualités mercato. C'est vrai que j'ai souvent parlé de ce mercato d'hiver comme d'un mercato assez calme par rapport à certaines années, mais là je remarque que ça quand même en train un petit peu de s'accélérer. Je vois des mouvements à droite à gauche en Ligue 1, aussi à l'étranger, la Turquie qui envoie fort sur certains joueurs. On a également, je pense, la possibilité d'avoir beaucoup de tractations dans les derniers instants, parce que là, on rappelle que le mercato, il ferme le 2 février. Donc lundi, c'est terminé, et on a vraiment beaucoup de joueurs qui, je pense, vont bouger d'ici lundi. Et je pense aux attaquants, tu vois. L'OL qui doit faire son deuxième numéro 9, la tendance est plutôt à Dalinga par rapport à Yaremchuk. Le Stade Rennais qui veut prendre un remplaçant à Kader Meïté qui va s'engager à Al-Hilal, ça devrait être normalement Zabiri, l'attaquant marocain de Famalicão qui a été révélé à la Coupe du Monde du Vin, même s'il y a un prix qui est assez conséquent dans ce dossier. On a le LOSC qui aimerait faire Matistel. J'ai vu une rumeur John Duran apparaître. C'est ouf, tu passes de Neil Maupay à Matistel, John Duran. Je sais pas si c'est du bad Nick Boy, mais évidemment, John Duran, c'est pas celui qu'on a connu en 2024, celui qui lobait Manuel Neuer, qui mettait des buts de fou à chaque prise de balle. Donc on va voir ça un petit peu. C'est vrai que j'ai oublié de parler de Kader Meïté dans mes annonces, mais c'est quand même un dossier quand même assez conséquent. Et j'ai envie d'avoir, comme toujours, votre avis là-dessus, parce que ça va être intéressant. Est-ce que le joueur a raison? Parce que désormais, j'ai l'impression qu'on a moins de tabou à dire qu'un jeune joueur va partir en Arabie Saoudite. Alors, quand je dis moins de tabou, c'est dans l'opinion générale. Après, si vous êtes des gros fans de foot, vous dites oui, je préfère continuer ma carrière en Europe et tout, mais là le gamin, 18 ans, il va se mettre à l'abri, il va mettre à l'abri sa famille, et comme je le disais, dans 4-5 ans, il peut revenir en Europe et refaire sa carrière. Ça peut être également le cas. Alors hop, on va se mettre sur les différents dossiers de l'équipe, et là, la première news, les boss, magnifique, franchement, elle est exceptionnelle. Oui, Sidiki Cherif à Fenerbahçe, c'est vrai aussi. D'ailleurs, j'ai vu qu'un fan de Fenerbahçe m'a envoyé un message sur Twitter pour que je lui parle de Sidiki Cherif. Donc, ça m'y fait penser. Juste après le live, je lui enverrai un petit DM vocal pour lui donner mon avis sur le bon Sidiki Cherif. J'espère que vous êtes prêts pour la première news, parce que ça concerne un ancien. Et vous savez qu'ici, on aime rendre hommage au tonton du foot. Moussa Sissoko qui va aller au Panathinaikos. On parlait du Panathinaikos hier en plus, en se disant c'est quand même un effectif assez hétéroclite où il y a beaucoup de, de joueurs qu'on retrouve comme Mancini, l'ancien Bordelais et Auxerrois. On avait forcément Renato Sanchez qui est passé par le PSG, le LOSC et la Roma, Benfica aussi et le Bayern. Mais alors là, Moussa Sissoko, première information, Moussa Sissoko joue toujours parce que c'est vrai que Moussa Sissoko, on l'a vu quitter le FC Nantes il y a quelques années. C'est vrai que Abligno, comme tu dis, c'est le FC Nantes 2023 parce qu'il y a également Alban Lafont au Pana. En fait, le Pana, c'est vraiment... Est-ce que c'est pas l'effectif qui me ressemble le plus? Déjà, comme je vous le disais la dernière fois, j'aime beaucoup leur maillot. Je trouve que ce vert, ce blanc, ça rentrait très bien. Avec en plus le template Adidas, c'est beau. Mais tu vois, Alban Lafont, Tim Jvedaj, ça pour les suiveurs de FM, grosse pépite à l'époque. Eric Palmer-Brown passé par 3, Davide Calabria passé par Milan, Pedro Chirivella, c'est vrai que c'est totalement le FC Nantes. Renato Sanchez, Tony Villena, hop, Bakasetas international. Anazaouri, bah voilà, en plus l'ancien Lensois, Facundo Pellistri, l'ancien Manchester United, Cyril Dessers passé par les Rangers. Ah ouais, franchement, vous vous rendez compte la qualité de l'effectif, le nombre de tontons qu'on a. Et bizarrement, c'est que 5ème. Je comprends pas. Normalement, avec un tel effectif, ça doit rouler sur tout le monde. Enfin, voilà, normalement, t'es armé pour aller très très loin, quoi. C'est vrai qu'il y a des airs de TFC 2019. Il y a des airs également du FC Nantes. Et c'est ça aussi. C'est que j'ai redécouvert que Rafael Benitez entraîne toujours. Rafael Benitez va entraîner de nouveau Moussa Sissoko parce que je pense qu'ils sont peut-être coachés. Ils sont peut-être entraînés, retrouvés du côté de Newcastle. Voilà, la carrière de Benitez, respect. Il a commencé à coacher Real Valladolid en 95. C'est comme Spalletti en fait. Benitez,
Après, je trouve que Benitez, il fait plus vieux dans mon esprit que Spalletti, mais Spalletti, il a 66 ans. Il est plus vieux que Benitez, qui a 65 ans. Il a commencé à entraîner en 95. Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife. Et après, c'est très bien parti parce que son Valence, c'était quelque chose. Liverpool, la LDC, l'Inter, Chelsea. Il est resté 48 matchs, donc il n'est pas resté assez longtemps. On a évidemment Naples, où il a fait un bon cycle avec Koulibaly, on s'en souvient. Très belle interview chez Zach en roue libre. Le Real, pareil, il n'est pas resté longtemps. Et c'est ça qui est ouf avec le Real. Regardez la moyenne de points. La moyenne de points, les boss. 2,24. Je pense que le bilan, objectivement, il n'est pas dégueu. Mais de mémoire, c'est un 2-2 contre Valence qui le condamne. Il perd 4-0 contre le Barça, c'est ça aussi. C'est que ça s'était mal passé. 17 victoires en 25 matchs, 3 défaites. 69 buts marqués, 22 encaissés. Mais au Real, il suffit d'un match ou d'une mauvaise période où ça s'entend pas avec le vestiaire et tu peux tège. On a également Newcastle, hein, c'est vrai qu'il est resté longtemps là-bas. On a un petit passage en Chine, quand même, il le faut. Everton, c'est vrai. 22 matchs, c'était dur. 1,14 de moyenne. Le Celta Vigo, 1,09. Et là, le Pana, 1,90. Le Pana qui l'a qualifié en plus en barrage de conférence, mais c'est vrai qu'il arrive en cours de saison en fait, 24 octobre, donc il récupère quand même une équipe, voilà, on va voir ce qu'il va pouvoir en donner, mais du coup Moussa Sissoko qui pourrait accepter ce beau challenge, ça fait plaisir à voir. Le club grec du Pana sera en contact avec l'ancien international français Moussa Sissoko. Alors, tant que Deschamps est en poste, pour moi, Moussa Sissoko n'a pas pris sa retraite internationale. À tout moment, Moussa Sissoko peut débarquer dans la liste de mars à la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Moi, tant que Dédé est là, Moussa Sissoko, 27e homme dans la liste, j'y crois. Watford, son club actuel, devrait recevoir une offre concrète dans les prochaines heures en cas de transfert. Sissoko pourrait retrouver une compétition européenne. Et voilà, comme je vous disais, le Pana est toujours engagé en Ligue Europa. Si ça arrive, je rigole. Moi, je pense quand même que c'est genre... Quelle est la probabilité ? Est-ce que c'est la même probabilité que Troubide marque le but qui élimine l'OM, à savoir 0,005% ? Je pense que la probabilité, c'est plus genre comme celle que l'OM devait se qualifier. Désolé les Marseillais de vous rappeler ces statistiques, ces chiffres fâcheux, mais je dois prendre exemple sur une donnée récente et je sais pas pourquoi, c'est vous qui êtes venu en premier. Donc forcément, c'est ce 5% de chance de ne pas se qualifier. Et je pense que tu as 5% de chance de voir Moussa Sissoko à la Coupe du Monde, ce qui est quand même un très gros pourcentage dans le foot. Coutronnet, proche de Monza, Patrick Coutronnet, c'est vraiment les infos des anciens, quoi. Alors que Patrick Coutronnet, je pense que c'est un... Comment dire ? Ça reste jeune, parce qu'on le connaît depuis longtemps. Patrick Coutronnet, je lui donne quoi ? En vrai, je lui donne 26-27 ans, parce qu'il a déjà fait des Euro Espoirs. 98, donc ouais, il a eu 28 ans. Il a eu 28 ans quand même. Donc ça, il commence à prendre de l'âge. Belle carrière aussi, la révélation au Milan, après Wolverhampton, la Fiorentina, 7 matchs à Valence, 0 but, Empoli, comme l'an passé, là il était à Parme, et là il va aller s'engager à Monza, l'attaquant, ouais c'est ça, en série B, du coup il repasse en série B, le bon Patrick Coutronnet, on sent que la carrière elle est un petit peu dure dans ce sens. Désolé les Marseillais, désolé, je m'excuse, promis c'est la dernière fois, c'est la dernière fois sur ce live, bien sûr. Parce qu'il y aura d'autres taquineries. Fermin Lopez qui prolonge, ça c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour le Barça, c'était un joueur qui avait été courtisé par Chelsea l'été dernier avec une grosse offre. Il s'inscrit dans la durée, le milieu de 22 ans a prolongé son contrat avec son club formateur jusqu'en juin 2031, a annoncé ce vendredi dans un communiqué, son bail expire en 2029, donc il n'y avait pas urgence, mais voilà, ça permet de le blinder un petit peu plus. On sait qu'aussi il y a peut-être des histoires de clauses libératoires, malgré un mois et demi d'absence en cumulé, septembre, octobre puis décembre en raison de blessures musculaires. Il a pris part à 26 matchs cette saison, pour un bilan statistique déjà pas mal, super à celui des saisons précédentes, 10 buts et 11 passes D. Il a débuté les 7 matchs avec des champions pour lesquels il était apte, et commence par ailleurs à s'affirmer avec la Rora, comme en témoignent ses 2 entrées en jeu lors du dernier rassemblement Géorgie et Turquie. C'est vrai que Fermin Lopez en super sub, ça peut être pas mal pour l'Espagne qui aura déjà un très beau désolé je rigole parce qu'il y en a qui ont enfin capté le pull que je portais, désolé, c'est vrai je suis en mode full troll, mais est-ce qu'on peut passer à autre chose. Je sais que le foot, il se passe beaucoup de trucs, ça va à droite à gauche, tous les sens. Là, on a rebasculé, tirage au sort, récap mercato, on est nouveau sur la Ligue 1, l'OM qui va aller au Paris FC. Et je sais, vous connaissez, voilà, je suis quelqu'un de chambreur et tout, mais quelqu'un a enfin remarqué le pull que je portais.
Vraiment, c'est le premier que j'ai attrapé dans ma penderie. Paf, oh, pull de Benfica, c'est vraiment un hasard. Je devais m'habiller pour faire ce live. Désolé. Après, il se peut que lundi, peut-être que je mette un autre maillot en rapport avec une équipe portugaise qui a un animal en logo. Mais oui, je suis désolé à Vevel qui dit j'arrive sur le live, je follow la chaîne pour qu'on me rappelle de suite le but de Troubide. On n'a pas assez souffert cette semaine. Les gars, ce qui s'est passé mercredi, c'est comme la finale de la CAN. Ça doit encore faire des débats. Parce que ok, il y a le but de Troubine, très belle tête évidemment encore au passage, mais la défaite 3-0 et tout le concours de circonstances parce que on le répète, on parle beaucoup du but de Troubine parce que c'est le truc qui arrive à la fin en bout de chaîne, mais même la victoire de Bodo Glimt à Atletico, elle était hyper dure à prévoir. Et ce qui devait arriver arriva, les Norvégiens sont imposés là-bas. C'est quand même assez fou le football, à quel point il est taquin. Alors le pull, je peux pas le floquer. Dites-vous que je l'avais acheté à Lisbonne quand j'avais fait des petites vacances là-bas. Très belle destination au passage, Lisbonne. Je dis pas ça là hors troll par rapport au match de mercredi, mais vraiment Lisbonne, top 5 destination européenne si vous voulez passer des petites vacances pépères, c'est super ville. Très bon resto, comme le dit Soso Chat, évidemment, ça régale. C'est vrai que t'avais pas fausse aussi. C'est vrai que, quitte à préférer, je sais pas, parce que le but du gardien quand même c'est fort, mais le 5e but de Paphos qui t'élimine, t'es éliminé par 5-1 d'une équipe chypriote contre le Slavia. Je sais pas s'il y avait eu... Ouais, deuxième scénario potentiel incroyable pour les Marseillais. Désolé, oui, je sais que je troll beaucoup, mais vous le savez, encore une fois, c'est que de la rigolade. Le foot, il faut le prendre de manière légère. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. Mais bon, on peut quand même dire que ce qui s'est passé mercredi, ça dépasse l'entendement. Et du coup, ouais, notre ami Fermin Lopez, qui pourra être un beau super sub en vue de la Coupe du Monde pour la Roja. On a aussi Rasmussen qui rejoint Kaiserslautern, Jacob Rasmussen, qui avait, je crois, une petite réputation à l'époque, qui quitte Salzbourg, et on sait que Salzbourg, le groupe Leipzig, au passage, c'est plus délicat, qui rejoint donc Kaiserslautern, actuel 6ème de D2 allemande, Kaiserslautern, club historique en Allemagne, avec notamment l'immense Yuri Djorkaeff, Miroslav Klose aussi, donc on verra, ça leur permettra de remonter en Bundesliga, première division. Sterling en pleine réflexion. Après avoir quitté Chelsea il y a quelques jours, Sterling se donnerait le temps de discuter avec les clubs intéressés avant de prendre une décision selon Sky Sports. Des clubs anglais, français, italiens, allemands seraient en contact avec le joueur. On sait tous les amis, quels clubs français sont sur lui. Pas besoin de vous faire un dessin. Hop, vous allez le Sud-Est, vous allez Côte d'Azur et vous avez vos deux clubs. Nice qui s'intéresse à Sterling et Monaco également. Ah, le Paris FC, c'est vrai que le Paris FC, il aurait pu avoir une petite vibe, mais je pense qu'ils ont terminé leur mercato avec Immobilier, mais Monaco, ah ouais, disons qu'entre Ansu Fati et Sterling, t'es injouable sur FIFA 21, quoi. Ouais, c'est vrai que Kaiserslautern avait fait la finale de Coupe d'Allemagne, Thibaut, bien vu il y a quelques temps. Autre transfert d'ancien qui fait plaisir, on l'a évoqué la dernière fois, c'est fait. Here we go, officiel, Lorenzo Insigne de retour à Pescara, libre depuis son retour de Toronto l'été dernier. Insigne est de retour à Pescara en Série B, l'international italien, 54 sélections, 10 buts. Il avait été prêté pour la saison 2011-2012 et avait disputé 38 matchs pour 20 buts et 13 passes D. Insigne avait quitté Naples à l'été 2022 après avoir disputé 434 matchs, toutes compétitions confondues, délivré 122 buts et 95 passes décisives. Alors, le challenge des signés, les boss, il est assez relevé parce que Pescara, on l'avait vu la dernière fois, est très mal embarqué dans la série B, puisqu'ils sont tout simplement derniers. 14 points, ils ont gagné que 2 matchs. Là, ils affrontent le 19e, donc pourquoi pas, tu vois, revenir à potentiellement quelques unités de l'avant-dernier. Mais ça sent quand même difficile, même la Sampdoria, c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait pas mal d'équipes, ça nous parle parce que le Pescara forcément c'était, tu vois, c'est ouf parce que Pescara avec ses anciens fait l'actualité, Immobilier qui va au Paris FC, Insigne qui rentre à la maison, c'est vrai que Verratti, on se dit est-ce qu'il va faire toute sa carrière au Qatar, est-ce qu'on le verra pas enfin en Serie A, ça pourrait être intéressant. Donc le challenge de Thierry Immobilier, non, mais de Lorenzo Insigne, il est quand même costaud, sauver ce club de la relégation. Je pense que ça va être quand même assez tendu, mais voilà, c'est le genre de transfert d'ancien qui fait plaisir. Très belle ville par contre, tu sais que j'ai fait pas mal de coins en Italie, mais j'ai jamais fait Pescara, donc ça pourrait être pourquoi pas un coin à noter. Fais voir où est-ce que c'est situé à peu près.
Tac tac. Ah, c'est ok. Bah moi j'ai fait les Pouilles, j'ai fait Naples, j'ai fait Rome, mais j'ai pas fait ce coin-là. Oh, eh, est-ce que vous la voyez venir? L'escale incroyable Saint-Marin pour aller voir évidemment. T'imagines Saint-Marin, les gars, c'est ouf parce qu'on met Saint-Marin comme ça dans des classements, dans des matchs, mais la réalité de Saint-Marin, vous regardez l'Italie, hop, c'est ça, tu vois, ces grands pays, et là tu vas là, hop, là, c'est vraiment tout petit bout de territoire, t'as ça, t'as 30 000 habitants et t'arrives à avoir une équipe, un championnat, c'est quand même fou. Salut Susagno, bonjour Pipion, je passe rapidement pour donner de la force, je suis toujours sur les émissions uniquement en rediff sur YouTube pour m'endormir, merci. Bah écoute, tant mieux si ma douce voix te permet de t'endormir, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de news, mais surtout vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes bien présents, donc moi, bah, comme je vous le dis, toujours un plaisir de pouvoir faire des lives et discuter foot avec vous. Mais ouais, Pescara, en plus, mer Adriatique, petite vue, c'est vrai que tu te descends la côte là, hop, Ancône, ancienne ville qui a fait comment ça s'appelle, de la Serie A. Ouais, tu peux vraiment te faire un beau truc quoi. Hop, petit parc national, tout ça. Ouais, je pense que t'as un mood à aller faire. Évidemment, hop, tu passes à la boutique, tu vas faire floquer le maillot en hommage à Insigné. Et là, t'as réussi ton. Ah, c'est dans les Abruzzes, c'est ça la région. Donc très sympa, ouais. Le challenge relevé par le bon Lorenzo Insigne. Émission de foot ou émission de voyage? Ah bah vous savez avec moi on parle de tout, on essaye, hein, on parle de séries, on parle de cinéma de temps en temps, des fois ça arrive de voyage par rapport aux différents périples que j'ai pu faire, mais c'est vrai que là, entre Lisbonne et l'Italie, quelques coins que je connais. De Pokémon, c'est vrai qu'on s'est déjà arrivé de faire des comparaisons hasardeuses sur l'incroyable jeu de Game Freak quoi. Tu connais le maillot le plus rare du monde? Non, Clémoun, je veux bien que tu me le dises, franchement. Ça peut être un bon test, en vrai ça va même faire le sujet d'une bonne petite vidéo. Ouais, mais c'est pas comme Andorre, Pays de Galles et Liechtenstein avec la meilleure équipe dans le championnat d'à côté. Ouais, c'est vrai que ça doit être ça. Le Vatican. Ah, c'est vrai que le Vatican, c'est vrai que j'avais déjà entendu cette nouvelle qui, comment dire, que leur maillot était produit en très petite quantité, c'est vrai. Maintenant, je suis intrigué par l'histoire du pays. C'est une région qui n'a pas fait partie de l'unification de 1871. Alors franchement, j'avoue que je connais vraiment beaucoup Saint-Marin à travers le foot, mais avec hop, il est enclavé. Histoire. Hop, l'unification, tout ça. Au cours de la dernière phase, Saint-Marin a servi de refuge à de nombreuses personnes persécutées pour leur soutien à l'unification, notamment Garibaldi. Saint-Marin et le Royaume d'Italie ont signé une convention d'amitié en 1862. Hop, Bonaparte, au cours de la campagne d'Italie, aurait donné l'ordre à ses troupes de s'arrêter aux frontières de Saint-Marin pour ne pas les franchir. Le futur empereur était un grand admirateur de ce petit État qui n'a jamais fait acte de soumission à quiconque. Ouais, en fait, ça a toujours été dans leur histoire de vraiment de rester indépendant. C'est ça qui est beau, quoi. Leur constitution derrière date de 1600, ouais, 34 000 habitants, les Saint-Marinais. C'est beau parce qu'il y a 15 minutes, on parlait de Moussa Sissoko, et là, on parle quand même de l'histoire de Saint-Marin. C'est ça que j'aime avec vous, c'est qu'on peut aller sur tellement de terrains différents. Merci beaucoup, tonton Johnny, pour le petit prime. Merci beaucoup, le boss. Livakovic de retour au Dinamo Zagreb. Dominique Livakovic fait son retour au Dinamo Zagreb en prêt jusqu'à la fin de la saison. Prêté par Fenerbahçe depuis le début de saison du côté de Gérone, le portier croate de 31 ans occupait le poste de doublure en Catalogne. Cette saison, le gardien international croate, 71 sélections. Il n'a disputé que 2 petits matchs avec Fenerbahçe avant d'être prêté. Il n'a pas disputé la moindre minute à Gérone. Son départ du club espagnol a été précipité par l'arrivée de Ter Stegen au poste de gardien titulaire qui a relégué le croate au rôle de 3e gardien. Les amis, en vrai de vrai, la carrière de Livakovic, je sais que tout à l'heure on avait Khan, je crois qu'un supporter Fenerbahçe qui va pouvoir nous en dire un peu plus parce qu'il a eu pendant pas mal de temps. Est-ce que Livakovic, c'est pas un gardien qui est bien plus important et bien plus marquant en sélection qu'en club? Et ça existe des joueurs comme ça, on va pas tous les refaire, mais Serdal Shaqiri, Eduardo Vargas, Lucas Podolski, pourquoi pas du Memo Ochoa, on peut même aller plus loin avec un Paul Pogba, voire Harry Maguire, mais je trouve que les dernières années de Maguire avec United sont quand même très bonnes, donc ça relève le niveau par rapport à la sélection anglaise. Mais Livakovic, en vrai de vrai, quand je vois ce qu'il réussit à chaque gros tournoi, et notamment, bah, tu vois, Coupe du Monde 2022, la séance de tir au but face au Brésil, et là, sa carrière en club un petit peu décevante. Ouais, Muslera. Alors Muslera quand même, il a fait quand même un vrai beau run à Galatasaray. Il a pris pas mal de titres. Franchement, il a été
hyper symbolique avec l'Uruguay. Il a fait je ne sais combien de matchs, mais je me dis que pour le coup, il a quand même, tu vois, lui son truc en club, mais ouais. Livakovic qui a failli venir à Rennes avant Samba. Livakovic, mon crack, dommage à Fenerbahçe, niveau mental, c'est bof. Tu vois, merci Cannes de notre. Mes super gardiens. Non, mais franchement, quand je vois à chaque fois ce qui réussit, c'est peut-être un gardien de grand tournoi, de moment, et sur la durée, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Pourquoi Monaco s'est jamais positionné sur ce gardien? Parce qu'il est nul. Oh là là, ça met des balles perdues à mon Dominique. Ça, c'est pas beau, quoi. Mais quoi qu'il arrive, c'est bien pour le Dynamo Zagreb de récupérer un ancien comme ça. En plus, ils sont bah voilà, en barrage d'Europa League, ça va faire un beau renfort dans ce sens. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette news, je me suis dit, Livakovic, quand même, sa carrière au global, petite déception en club. Avec la sélection, qu'est-ce que tu veux le reprocher? C'est troisième en 2022, c'est quand même de beaux moments avec la Croatie. Quand même sorti à chaque fois de belles choses. Salut Len, j'espère que tu vas bien. Que penses-tu de l'arrivée de Montagny à Saint-Étienne? Alors, je l'ai souvent dit, je crois que c'est Hugo SSE qui m'interpellait là-dessus. Moi, je suis très content parce que je trouve que Montagny, le fait de ne pas l'avoir revu après Toulouse, quand il a été limogé à l'été 2023, quand il venait de maintenir le club avec pas mal de joueurs intéressants, le milieu de terrain, Dejagereux, Van den Boomen et Tige Perings, et surtout la Coupe de France. Je trouvais ça dingue. Montagnier est un coach qui, au global, je trouve, a eu plus de hauts que de bas. Il y a des déceptions. Je pense à Rennes, où c'était peut-être un peu plus, pas dire caricatural, mais il y a eu des compos douteuses. La Real Sociedad, Valenciennes, tu vois, ça a quand même été des beaux accomplissements. Lens en Ligue 2, il est parti juste avant que ça monte avec Francaise. Donc voilà, un autre petit tournant qu'il a manqué. Mais pour Saint-Étienne, par rapport à sa philosophie, le récupérer en Ligue 2, moi je trouve que c'est vraiment une vraie bonne nouvelle, donc j'ai hâte de le revoir parce que parmi tous les coachs, tu vois, français, des fois on est un peu dans la caricature, oh là là, le FC Nantes, ils vont prendre Thierry Lauré, ils vont prendre Pascal Duprat. Pour le coup, Philippe Montagnier, c'est pas dans cette case-là. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'il a proposé. Et ouais, c'est vrai que Toulouse, le limogeage était assez incroyable, vu les résultats qu'il avait pu obtenir. Donc pour Saint-Étienne, bah voilà, on sait qu'Orneland, c'est la rupture, c'est le divorce, et je trouve que c'est un bon choix. Francaise, ça aurait été incroyable, peut-être du mal à le convaincre de repartir à l'étage inférieur. Montagnier se voit très distant vis-à-vis de la data quand tu es à Toulouse, j'ai peur que ça ne prenne pas comme on le pense à Saint-Étienne malheureusement. C'est vrai que c'est une information intéressante, peut-être que Montagnier est encore un petit peu dans l'ancienne école, mais bon, c'est quand même un beau projet celui de Saint-Étienne, et s'il est, on va dire, lié avec sa cellule de recrutement, s'il fait confiance à son directeur sportif, je pense que ça va donner quelque chose. En tant que Rennais, je peux confirmer que Montagnier, c'était des compos à 9 défenseurs. Ah non, mais il y a eu des compos du Stade Rennais. Allez, on va la sortir parce que celle-ci, c'est vraiment dans mes compos préférés all-time. Je crois que c'est Gazélec Ajaccio. Déjà, tu vois le blaze, tu sais que tu vas tomber sur un bourbier. Gazélec Ajaccio Rennes. Est-ce qu'on va avoir la compo exacte? Un partout. J'aimerais bien sur Transfermarkt s'ils l'ont. Comme ça, au moins, ça me permettra de vous donner quelques informations. Bon, allez, on va aller sur le profil du Gazélec, histoire de voir directement dans leur tableau de chasse. Hop, hop, hop. Gazélec Ajaccio, très belle saison, unique saison. Et en plus, à un moment donné, ils avaient enchaîné une série de matchs sans défaite, le Gazélec. Parce que là, tu vois, ils avaient mal commencé. Après, ils avaient fait, hop, plein de victoires. Bon, évidemment, là, t'as tous les boulets. Hein. T'as Nice, Bordeaux, Montpellier, l'OL, tous ceux qui pouvaient perdre. Et après, ça a été plus compliqué pour se maintenir. Mais tu vois, ils avaient fait quand même un beau run de 10 matchs. Du coup, Stade Rennais, un partout. Tu vas déjà en 5-3-2 en Corse. Tu sens que ça va pas être le beau football. Diallo, Cash, Danzé, Diagne, Mendes, Mecher. Oh, Pedro Mendes, c'est un nom à l'ancienne ça. Shekembeg, Silla Fernandez, Benjamin André en 10. Doucouré en attaquant, c'est bien Abdoulaye Doucouré, hein, c'est pas un autre joueur. Pedro Henrique, oh ouais, la compo elle est waouh, elle est fantastique. En face, quand même, tu vois, il y a quelques blasts qu'on retrouve. Hein. Jérémy Bréchet, Kader Mangane. Oh, la défense, Jérémy Bréchet, Kader Mangane, c'est fantastique. Le Moigne au milieu de terrain. L'arbitre du Courtiou, capitaine, Greg Pujol. C'est le Dia. Est-ce que c'est le Issardia? Oh là là, ça c'est fantastique quand même. Le Gazélec qui avait vraiment fait une compo all-time d'ancienne Ligue 1. Bréchet, Mangane, Pujol, Issardia, du Courtiou. C'est tout ce qu'on aime, même Raid Boutaïb qui était là. Roderick Philippi, on s'en souvient avec son Renault Kangoo qui était devenu
un truc assez fantastique. Ah ouais, la compo, tu sens. En plus, ils ont égalisé à la dernière minute. Franchement, ils méritaient de perdre, rien que pour ça. Est-ce que le banc, en vrai, le banc du Stade Rennais, t'avais quand même Giovannicio. J'aime bien parce que je dis, il y a quand même, en mode c'est R9, Grosicki, Boga, Yann Moreira, Zéphane, Armand. Bah, tu m'étonnes que t'avais trois attaquants, trois défenseurs, c'était archi déséquilibré. Mais tu vois, rien que tu mettais un Grosicki en plus, tu mettais, même Sio en pointe. Ouais, t'aurais pu faire un 4-2-3-1 qui était peut-être plus adéquat parce que là, la compo, elle est légendaire, mais pas dans le bon sens, quoi. Bon, on en était où voilà. Comment est-ce qu'on a pu passer de Livakovic au 1 partout entre le Gazélec et Stade Rennais? Ah, je vous kiffe, c'est pour ça qu'on va sur tous les terrains. Nottingham se penche sur Fratesi. Nottingham Forest serait renseigné auprès de l'Inter pour le prêt avec option d'achat de Davide Fratesi selon Fabrizio Romano. La décision finale dépendrait du joueur italien. C'est vrai qu'il y a un peu des mouvements qui s'opèrent pour l'Inter. Je crois que Fratesi, s'il part, c'est Curtis Jones, le joueur de Liverpool, qui pourrait arriver en prêt. Et en vrai de vrai, Curtis Jones à l'Inter, Curtis Jones avec plus de temps de jeu en Serie A. Je pense que ça peut être pas mal pour les interistes. Fratesi a pu dépanner. On s'en souvient d'un certain but, notamment lors de la dernière campagne de Ligue des Champions. Mais en vrai de vrai, je pense que c'est pas un joueur que tu peux garder éternellement. Et si tu peux le remplacer par Curtis Jones, je pense que t'es vraiment gagnant sur le coup, quoi. C'est vrai qu'il y avait aussi Olivier Saurin sur le banc de la période LDC avec la JOCR. Enfin, c'est fantastique. J'ai lu qu'il n'y aurait aucun départ du côté de Liverpool. Ouais, peut-être que t'as pas forcément eu toutes les recrues que tu voulais, donc tu vas peut-être temporiser, mais Curtis Jones, lui, dans sa carrière, parce que il commence à avoir quoi, 24-25 ans, non? Le bon Curtis, qui a 25 ans, c'est ça. Hop, donc à voir, hein. Valeur marchande 40 millions d'euros, 6 sélections Angleterre, tu vois, 20 matchs, mais 43% en tant que titulaire. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a pas mal enchaîné ces derniers temps. 33 l'an passé, 23, 18. Ouais, tu vois, il a quand même pas mal alterné, mais en tout, c'est 208 matchs avec Liverpool quand même, 19 buts et 23 passes D. Donc peut-être avoir ce temps de jeu un peu plus conséquent, mais bon, à Liverpool, il y aura toujours un petit peu des opportunités, mais peut-être pas dans le rôle qu'il désire, quoi. Salut Guavi, j'espère que tu vas bien et salut Cabenoueve, pause midi devant le boss. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui voulaient qu'on parle de Benzema. J'ai vu qu'apparemment la situation avec Al Ittihad était compliquée. On va terminer ça et peut-être qu'on va se faire 2-3 infos sur El Famoso Nueve. Freeman file à Villarreal. L'arrière droit américain Alex Freeman quitte Orlando City à la MLS pour rejoindre Villarreal. Confirmé par le club espagnol, Freeman va découvrir sa première expérience européenne à 21 ans. Un joueur que je connais pas, mais tu sais quoi, en vue de la Coupe du Monde, ça peut être pas mal pour lui de s'épaissir et d'avoir ce vécu dans un bon club de championnat. On va pas reparler de la campagne de Ligue des Champions de Villarreal parce qu'évidemment, elle était sacrément honteuse, mais peut-être un joueur qu'on va découvrir lors de la Coupe du Monde dans 5-6 mois. Bon choix de pays pour une première arrivée en Europe. Non, mais en vrai, Villarreal, ils sont des catastrophiques, mais la Liga, la Villarreal, c'est un bon club pour se développer, tu vois. Je pense que le Betis, Villarreal, c'est quand même à chaque fois des projets plutôt stables. Oscar Bob signe à Fulham, on avait fait un petit focus là-dessus. Fulham a officialisé l'arrivée d'Oscar Bob en provenance de City. Le jeune milieu offensif norvégien portera le numéro 14. Je vais peut-être juste revoir le prix d'Oscar Bob parce que c'était entre 30 et 40 millions d'euros. Donc voir comment est-ce qu'on s'en dépatouille entre les deux parties. Moi je pense aussi en vue de la Coupe du Monde c'est bien. 31,2 millions d'euros. En vrai, je trouve que c'est, je ne vais pas dire une bonne affaire pour Fulham, parce que ça reste quand même 30 millions d'euros, mais c'est mieux 30 que 40, parce que 40 c'est quand même un certain montant, que 10 millions, donc bien sûr à l'échelle de certains clubs de PL, c'est pas grand chose, mais pour le coup, tu récupères un jeune talent, parce qu'Oscar Bob c'est seulement 22 ans, et je pense qu'il va pouvoir leur apporter pas mal de choses, et encore une fois avec Harry Wilson, avec... Voilà, Smith Rowe avec Iwobi, Raúl Jiménez, tout ça. C'est vrai que l'effectif de Fulham, il est quand même assez sympa en comment ça s'appelle en première ligue. C'est un prêt Oscar Bob Non, c'est vraiment un montant. Ouais, je pense que t'as mis le message avant, t'as anticipé. Une Palmer bis. Peut-être que City le regrettera. Peut-être. En tout cas, Oscar Bob, pour moi, a un vrai talent, mais il faut quand même pouvoir un petit peu développer, avoir plus de temps de jeu et surtout enfin lancer sa carrière. C'est vrai que c'est un joueur qui a eu pas mal de blessures, mais de ce qu'on a vu entre la quarantaine d'apparitions à City et la sélection norvégienne, il y a un truc à exploiter avec ce joueur. Pion, merci beaucoup Ezeki, c'est vous qui êtes magnifique, qui êtes resplendissant en cette matinée.
Lookman très proche du Fener, donc on va y revenir juste après, on va faire vraiment un focus là-dessus. Zinchenko à Amsterdam, d'après Fabrizio Romano, Alexander Zinchenko, qui était prêté à Nottingham, un peu anecdotique, j'avoue c'était dans l'anonymat, serait à l'Ajax pour aller du côté d'Amsterdam. C'est vrai que c'est un joueur qui peut leur correspondre, hein, franchement, parce que Zinchenko c'est quoi, c'est 30 ans 96, donc il va avoir 30 ans, il a que 29 ans, tu vois. C'est quand même, il a encore normalement des années devant lui. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui doit aussi évidemment se relancer, un petit peu en perte de vitesse par rapport à ses apparitions. Oui, j'ai vu que Lookman, alors c'est vrai que Lookman, ça a flop, mais en fait on va revenir un petit peu sur ce qu'on dit de ce dossier. Pourquoi est-ce que les clubs turcs peuvent mettre autant d'argent potentiellement, quel est l'avenir de Lookman, quel club pourrait lui correspondre. Et c'est vrai qu'il y a Sidiki Cherif qui pourrait arriver à sa place, être le dossier principal désormais. Mais en tout cas, on va voir ce qui va se passer. Mais c'était plus aussi faire un point sur Lookman parce que la dernière fois, c'était hier, c'est tombé quand on faisait le tirage au sort. Et c'est vrai que moi-même, j'étais étonné en mode, Lookman à 28 ans, il va à Fenerbahçe. Alors, je le redis, pour un club turc, et pour le Fener, c'est trop bien de récupérer un Lookman, comme Galatasaray qui fait Osimhen. Mais pour moi, Lookman, ne pas l'avoir vu à 28 ans dans un top club européen après tout ce qu'il a fait Atalanta et Nigeria, petite déception. Voilà, encore une fois, j'ai pas la garantie que Lookman ça aurait marché du feu de Dieu, que ça aurait été la recrue qui fracasse tout, mais curiosité quand même, tu vois, juste en mode, tiens, qu'est-ce que ça aurait donné, Lookman au PSG, potentiellement Atlético qui pourrait être tenté de le récupérer. Il y a quelques années, on avait même parlé de lui au Bayern, je crois que c'était tombé à l'eau, donc franchement, envie de voir ce que ça aurait pu faire, ouais. Donc Zinchenko à l'Ajax. L'Espagnol veut Ngonge. L'Espagnol serait mis d'accord avec Naples pour le prêt de Cyril Ngonge. Son Fabrizio Romano, l'attaquant belge, est déjà prêté au Torino cette saison. Rejoindra la Catalogne pour 6 mois. Option d'achat de 18 millions d'euros, quand même. 16 plus 2 millions de bonus pourraient être activés pour l'international belge. Fin de prêt pour l'ado. C'est vrai qu'on parlait du FC Nantes tout à l'heure à travers les figures de Sissoko, Thierry Vella et Lafont. Et c'est un joueur qui va quitter le FC Nantes, a mis fin à son prêt. Il aura participé à 8 matchs de Ligue 1 avec les Canaries depuis le début de saison. Un but, une passe D. L'ado est le troisième joueur à sortir d'effectif cet hiver surtout, avec les milieux offensifs Yacine Benatab et Yoon Seok-hong. L'autre milieu sud-coréen, Kwon, 24 ans, devrait quant à lui rejoindre Karlsruhe plutôt que Westerlo en Belgique. Donc un petit peu de mercato nantais dans le sens des départs. Je crois que du coup, c'est pas ça, mais Nantes se retrouve pas un peu à court de joueurs de côté, parce que Benatab est lié, Lado B est lié, il y a Guirassy qui reste un pur ailier, mais j'ai l'impression que au bout d'un moment, c'est bien de faire partir tout le monde, mais il faut aussi avoir une cohérence d'effectifs, parce que du coup, si tu te retrouves avec après, Ablin, c'est vrai qu'il va aussi beaucoup jouer sur le côté, mais en termes de pur ailier, moi Ablin, je le considère plus comme un 9. El Arabi, pur 9. Ganago, 9. Camara, 9, même si on l'a pas vu beaucoup à l'œuvre. Donc, ouais, assez étrange. Arsenal aurait dû avoir Lookman et Osimhen. C'est vrai que Lookman Arsenal, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu donner quelque chose. Après, ils ont quand même pas mal de monde. Ça aurait pu faire un peu embouteillage. Mais quand tu vois la stérilité offensive de certains chez les Gunners, un peu de concurrence, peut-être pour réveiller tout ça, ça peut ne pas faire de mal. Je pense que ça va jouer avec 2-10 sous le buteur. Ouais, je pense que tu vas avoir Cabella, tu peux avoir des joueurs comme ça. Même on a vu Le Penant dans un rôle plus haut. Mais c'est dommage parce qu'en sortie de banc, avoir des joueurs comme ça, on sait jamais quoi. Mateta vers l'AC Milan, c'est vrai que c'était tombé hier. On annonçait Mateta du côté de Nottingham et finalement un évité de transfert à 35 millions d'euros, contrat de 3 ans et demi. International français, 3 sélections, aurait déjà donné son accord au club rossonero. Ces derniers ans, l'attaquant avait fait également l'objet d'une offensive d'envergure de Nottingham, mais les deux offres transmises par l'actuel 17ème de PL n'ont pas trouvé d'écho favorable auprès du joueur. À 28 ans, Mateta avait pour priorité de rejoindre un club en mesure de disputer la LDC. Milan est actuellement deuxième de Serie A et pourrait s'envoler vers la Lombardie dès ce vendredi soir. C'est vrai que je suis content pour lui. En fait, je suis content pour Mateta. Pareil, j'ai pas la certitude qu'il va tout fracasser en Serie A, qu'il va être ce fameux 9 auquel que le Milan court depuis un bon moment. En vrai, il y a eu le retour d'Ibra, il y a eu Giroud, mais les derniers numéros 9 du Milan, je ne vais pas dire que c'est un cimetière, mais c'est quand même assez compliqué. Si on va sur tous les joueurs qui ont porté ce numéro, je pense que ça peut être assez savoureux de redécouvrir quelques... ouais, je pense à... Ouais, forcément, il y a eu Higuain, t'as eu qui d'autre? Ouais, Coutronnet, tu vois, il avait fonctionné, mais est-ce qu'il était numéro 9?
Ça peut être intéressant de revoir ça. Mais voilà, je suis content pour lui parce que Mateta, c'est une carrière quand même où il est passé par pas mal d'étapes. Il a été transféré très tôt à l'OL, mais il a dû faire son chemin au Havre, en Allemagne à Mayence. Il est arrivé en première ligue sans avoir un statut de crack, sans avoir voilà, cette étiquette de titulaire. Et finalement, il s'est imposé petit à petit jusqu'à arriver à l'équipe de France olympique, la médaille d'argent, et puis ce beau vécu en équipe de France qui lui a permis de s'installer un peu plus. Alors, les numéros 9 du Milan, depuis, allez, il y a Pippo Inzaghi, Alexandre Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luis Adriano, Gianluca Lapadula, André Silva, Gonzalo Higuaín, Christophe Piatek, Mario Mandzukic, Olivier Giroud, Luka Jovic, et du coup c'est Füllkrug qui a récupéré ce numéro 9, ce sera pas Mateta, mais je pense que vous avez compris. Waouh, comme je vous dis, Füllkrug on peut pas juger, il vient d'arriver. Giroud, très bien. Jovic, ouais, il a pas eu de temps de jeu, mais c'est flop. Mandzukic, il est resté 3-4 matchs flop. Piatek, vu le montant, giga flop. Et dommage, parce que après le Genoa, on s'enflammait totalement. Higuaín, bah voilà, pareil flop. André Silva, vu le montant, flop. Lapadula, est-ce qu'on attendait beaucoup, mais ça reste quand même pas dingue. Luis Adriano, il avait marqué quelques buts, mais ça n'avait pas été quand même fracassant au possible. Mattia Destro, Fernando Torres, bah, voilà, Torres 2014-2015, c'était déjà un peu fini. Matri, c'était pas dingue. Et t'as quand même eu George Weah, t'as eu Patrick Kluivert, t'as eu Baggio. Ah, t'en as eu des noms. JPP bien sûr. Dejan Savicevic, Roberto Donadoni. Le numéro 9 du Milan, Zvomir Boban, on en voit. Piatek, dans mon livre, ça allait devenir nouveau Lewandowski. Piatek, franchement, je suis d'accord avec vous. Il y avait une vibe, en plus avec la fameuse célébration, le pistolero polonais là, quand il faisait ça et que tout le stade faisait poum poum poum, il y avait un truc. Et aujourd'hui, je crois que Piatek, il est pas du côté de la Turquie. Bon, de toute façon, en disant ça, j'ai une chance sur deux de tomber sur le bon championnat. Piatek, qui est du côté du Qatar. Waouh! Oh! Al Douaï. Ça, c'est sacrée trajectoire, parce que ça, il a été transféré au Milan pour 35 millions d'euros. Et là, le Genoa, ils sont mis trop bien. Ils prennent le mec à Cracovie, 4,5 millions d'euros. Et 6 mois après, hop, ça part au Milan. Et derrière, Milan, bah, malheureusement, ça ne le fait pas. Ils le revendent 24 millions, donc 11 millions de pertes. C'est quand même pas conséquent, mais voilà, le Hertha, eux, ils ont été assez pigeonnés. 2 ans après, ça part en prêt à la Fiorentina. Salernitana, Başakşehir, ça, il y a une étape turque. Et après, Al Douaï. Ouais, Piatek, déception, on peut le dire, hein, le mot est faible. Et ça, il met 13 buts en 19 matchs avec le Genoa. Ça s'enflamme. Derrière, il met quand même 9 buts en 18 matchs avec le Milan. Ce qui est pas dégueu pour une adaptation. Mais c'est la saison d'après, ouais, 4 buts en 18 matchs. Là, ça commence un petit peu à souffrir. Mais pas mal, quoi. Désolé ce que j'ai dit, je pensais qu'il était finito. 17 buts la première saison avec Başakşehir, 21 la saison suivante. Tu vois, ça aurait peut-être pu remotiver quelqu'un à lui redonner sa chance parce que Piatek, il a 30 ans, donc pour un buteur, tu peux te dire que tu peux aller chercher ça. Et avec la Pologne, c'est 12 buts en 38 matchs. C'est pas le pire des ratios. Mais c'est vrai que là, la période post-Milan, Salernitana, ça a été dur. Il a reconnu ce rebond en Turquie. Écoute, il a allé chercher son beau pactole financier pour terminer. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Moi, la célébration, je m'en souviens, elle était légendaire. Je me confie, j'avais un fond d'écran de Piatek en faisant sa célébration. J'étais hype de fou. Là, vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, j'allais presque dire One Season Wonder, mais vu les saisons qu'il a pu faire en Turquie, c'est un beau rebond de sa part. On va continuer, je crois qu'on avait terminé. Donc Mateta, ouais, comme je vous disais, voilà, il a fait sa carrière un peu en sous-marin. Il a attendu avant de connaître à 28 ans. Et l'équipe de France, c'est un gros transfert au Milan. Donc à voir, quelqu'un disait, est-ce que ça se répète pas avec Füllkrug? Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont envie de se mettre à l'abri tellement ils ont eu d'échecs sur les postes de numéro 9 parce que là c'est Santi Jiménez qui devait être la relève et pareil lui il a coûté 35 millions d'euros l'hiver dernier et ça n'a pas marché. Donc Mateta, voilà, est-ce que tu as peut-être pas plus de garantie, même si on sait que la saison de Mateta elle était assez dure avec Palace parce qu'il a raté beaucoup d'occasions, donc va falloir qu'il règle la mire, mais tu te dis que tu es normalement dans une équipe qui va terminer top 4 Serie A, qui va disputer avec des champions, et comme je vous le disais, l'avantage pour Deschamps, un championnat qu'il connaît par cœur, et du coup, ce Mateta qui va pouvoir aller chercher la sélection,
Ça peut être sympa, ouais. Je suis deg, j'aimais bien regarder Crystal Palace. À Crystal Palace, c'est une équipe un peu en crise, hein, parce que, comme on l'a dit, départ de Guy. Bon, là, ils ont fait Guessant et Strand Larsen, mais attention aux différents mouvements, quoi. Les amis, on va aller sur les différents dossiers qui nous concernent. Alors, juste voir cette histoire de Benzema. Qu'est-ce qui se passe autour de Karim? Hop, tac, tac. Karim Benzema refuse encore de jouer avec Al Ittihad, la situation toujours plus tendue. Ouh, ça c'est assez sympa, quoi. D'après les informations du journaliste Ben Jacobs, Karim Benzema a de nouveau demandé à être écarté du groupe d'Al Ittihad pour le match du championnat d'Arabie Saoudite contre Al Najma dimanche 1er février, en cause d'un désaccord sur une proposition de prolongation de contrat. La grève se poursuit pour Karim. Les négociations pour sa prolongation, sujet du désaccord, n'avancent pas et la situation est toujours plus tendue. L'ancien joueur de l'OL et du Real Madrid, qui s'est malgré tout entraîné avec le groupe, sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Il a manqué le match contre Al-Fateh jeudi. D'après l'équipe, Benzema a reçu mercredi une proposition de prolongation du directeur du football de la Saudi Pro League, Mikel Emenalo, ancien dirigeant de Monaco, une offre qui a été jugée insultante par l'entourage du joueur qui estime qu'elle reviendrait à jouer gratuitement en dehors de ses droits d'image, raison pour laquelle Cabenweve s'est mis en retrait de son équipe, dont les dirigeants sont impuissants face à la Ligue, qui est l'employeur du joueur. Cette absence est un gros coup dur pour Sergio Conceição, l'entraîneur d'Al Ittihad, qui affrontera dans une semaine CR7 et Al Nassr dans un choc du championnat. Ce que je peux dire, c'est Karim, qui a marqué 13 buts en 17 matchs avec moi, est un excellent professionnel, un joueur fantastique, je suis fier d'entraîner. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, l'équipe a extrêmement bien joué. Et Saleh Al-Sheri, qui a joué, a fait un bon match. Oh, que va-t-il se passer autour de Karim? Est-ce qu'on peut imaginer forcément, j'en vois certains dans le chat, le retour à l'OL? Je pense que le truc pour l'OL, c'est qu'ils vont plus chercher une doublure, parce qu'à court terme, t'as Henrik, qui est ton numéro 1, et ça va être impossible de le détrôner. Je pense qu'ils vont essayer d'avoir ce numéro 2 ou un attaquant qui peut tourner autour. Est-ce que tu peux faire jouer Benzema et Hendrik à tous les matchs? Et même d'un point de vue du salaire, ce serait assez fou, quoi. Ouais, c'est ça, trop cher. Faut pas oublier, c'est comme l'histoire de Messi à l'époque du Barça quand il avait quitté la Catalogne. On se disait pourquoi est-ce qu'il joue pas gratuitement? Parce que t'as des trucs, des limites de contrat où tu peux pas faire des SMIC à des mecs comme ça. Donc même si l'histoire serait belle, et d'ailleurs Benzema il a souvent dit en interview, et je peux comprendre, il a jamais fermé la porte, mais il a toujours dit que ce qui s'est passé à l'OL sur les premières années, c'était tellement beau que revenir, il a peur d'abîmer son image. Le fait de revenir et de pas être performant, et du coup sur son deuxième passage laisser une mauvaise image qui du coup abîmerait l'ensemble, alors qu'on sait tous que Benzema les premières années à l'OL c'était fantastique et qu'on séparerait le joueur qui revient 15-16 ans après, mais pour le coup c'est quand même une posture qui est intéressante de sa part. Donc c'est pour ça que l'OL, d'un point de vue romantique, oui tous les jours, mais j'ai quand même c'est pas évident. Lacazette a assumé. Lacazette et Benzema pour moi c'est pas tout à fait pareil, tu vois. C'est pas le même standing. Je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait avec Tolisso de revenir, mais Benzema, c'est dans une autre galaxie, quoi. Après, oui, Benzema, Hendrik, avec Pavel Chouk et Afonso Moreira, plus Malik Fofana qui revient de blessure, ce serait quand même un sacré secteur offensif. Donc, intéressant d'avoir des news sur Benzema. Après, pour l'instant, tu vois, il n'y a pas forcément d'infos comme quoi il aurait envie de partir. Je fais partie du projet, je suis à la bonne place. Il avait pourtant déclaré Benzema dans une interview. Donc lui, il avait aussi, lancé des petites... des petits appels de phare à Deschamps pour pourquoi pas jouer la Coupe du Monde. Mais j'ai l'impression que ça va quand même se refermer un petit peu, quoi. On le paye en part de Eagle. Ah ouais, ça c'est vrai que s'il reste quelque chose de la part de Textor, ça peut le faire, ça peut peut-être le convaincre. On va passer, les amis, à nos différents dossiers. Avec à commencer cette nouvelle retentissante, le Paris FC a certainement enfin trouvé l'attaquant de pointe qu'il cherchait, puisque Ciro Immobile, 35 ans, devrait enrichir l'effectif parisien dans les heures qui viennent. Révélé tard vendredi soir par le journaliste italien Fabrizio Romano, l'arrivée imminente dans les rangs du Paris FC de l'attaquant transalpin Ciro Immobile nous a été confirmée dans la nuit de vendredi à samedi. À la recherche d'un numéro 9 cet hiver, on sait qu'ils ont tenté beaucoup de monde encore une fois. Matistel, Dzeko, on a refait des petites tentatives pour Ablin et Stassin. Finalement, c'est le Ciro Immobile. Je pense pas que c'était la priorité, mais voilà, ils vont enfin faire leur numéro 9. Les dirigeants parisiens auraient déjà trouvé un accord avec le club de Bologne que Ciro Immobile, sous contrat jusqu'à la fin de saison, avait rejoint l'été dernier en provenance de Beşiktaş, et restait encore quelques détails à régler avec le joueur.
Mais l'affaire devrait se conclure très rapidement, bien avant la fin du mercato prévu lundi à 20h, sous réserve toutefois de la visite médicale. Même à 35 ans, Immobilier reste un joueur à part en Europe et un profil d'expérience qui devrait faire du bien au Paris FC. Champion d'Europe avec la Lazio. Bon, c'est vrai que Immobilier est champion d'Europe, mais on se souvient que c'était quand même pas simple son Euro, hormis la phase de groupe. 57 sélections, 17 buts en 2021. Immobilier a connu certains grands clubs européens, la Juve, Dortmund, Séville et surtout la Lazio, avec laquelle il est toujours co-détenteur du record du nombre de buts inscrits sur une saison en Serie A, 36 en 2019-2020. C'est vrai qu'il a envoyé 36 buts, quoi. C'est fort. Blessé à une cuisse à son arrivée en Turquie, Immobilier a été absent 2 mois cette saison et n'a joué que 9 matchs. Avec Beşiktaş, Immobilier avait déjà inscrit 15 buts en 30 apparitions dans le championnat turc. Ouais, c'est vrai que c'est... En vrai, c'est pour ça que je suis pas forcément inquiet. C'est juste cette remise de blessure. Parce qu'il avait quand même des stats en Turquie qui étaient pas mal. Avec Marshall Mounetti, Luca Colocchio et Diego Coppola, l'arrivée d'Immobilier devrait conclure le marché des transferts du club français, actuel 14e du championnat. Sur le papier, bien mieux armé pour assurer le maintien en Ligue 1. Objectif prioritaire de la famille Arnaud, actionnaire majoritaire. C'est vrai, comme je vous le dis, quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit, tiens, ils se font plaisir, hop, 4e... budget de Ligue 1 potentiel, alors entre la réalité et ce que ça peut donner du côté de Red Bull et de LVMH, mais voilà, tu en attendais peut-être plus, des pépites, des recrutements comme Monaco l'avait fait en 2013, ça peut surprendre. Moi je veux quand même laisser sa chance au produit. Je pense pas que c'est Immobilier qui va révolutionner le Paris FC, mais pour assurer le maintien à court terme, je peux l'entendre. Voilà, élément d'expérience. Mais c'est vrai que l'effectif, tu vois, avec Ikoné, avec Lesmelou, il a quand même une vibe particulière. En plus, Thierry Immobilier. Mais moi, j'inclus pas forcément que Thierry Immobilier. C'est aussi tous les autres joueurs. Marshall Mounetti, Luca Colocchio, on l'a déjà vu déjà en jambes. Et Diego Coppola, je pense que c'est quand même 4 belles recrues. Enfin, 3. Et Immobilier, j'ai plus des doutes. Mais je me dis que ça va quand même aller chercher son maintien tranquille, cette histoire, quoi. Quand je vous dis, voilà, Immobilier, c'est vrai qu'il a quand même souvent planté. T'as 36 buts. Il était en pétard. 29 en 17-18, 23, 16-17. Ouais, c'est vrai qu'il était quand même sur une certaine dimension folle. 15 buts l'an passé, tu vois, c'est quand même un bon ratio. Là, il est arrivé à Bologne, malheureusement blessé, diminué. C'est vrai que son aventure n'a pas fait long feu. Mais pour le coup, je trouve que c'est quand même... voilà, je me disais qu'en fait, en essayant déjà Edin Dzeko, c'était un premier indice en mode on veut ce type de joueur. Peut-être on hésitait entre la pépite, mais c'est trop cher. J'ai même parlé de Matistel, d'Amin Eustassin, il y a aussi Sidiki Cherif qu'ils ont tenté à un moment donné. Donc quitte à ne pas surpayer un mec à court terme, essayez d'aller voir ça. La page rumeur transfermarkt du PFC, c'est le cercle. C'est vrai que je sais pas si je suis allé voir ça. Ça peut être assez intéressant. Paris FC, hop. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vue d'ensemble des rumeurs. Oh, c'est beau ça. Alors, il y en a qui ont déjà signé. Alan Virginius, Eliezer Mayenda. C'est vrai qu'il y avait aussi Mayenda de Sunderland qui est dans le viseur. Kevin Boma, Juan Biancone, Patrick Zahabi, Moïse Kean, Moujahid Sadik, Tige Dalinga, Ludovic Ajorc. C'est vrai qu'Ajorc, il n'y avait pas une offre de 10 millions, un truc comme ça. Issa Diop, Sidiki Cherif, Fix Udokai, Axel Dizazi, Anton Gaé, Martin Terrier, John Bellingham, N'Golo Kanté. Bon, en gros, le Paris FC cet hiver, c'est tant que tu as tant que tu as 2 jambes, que tu peux marcher et que tu sais contrôler un ballon, c'est bon, t'es dans notre viseur mercato. Sergio Ramos aussi. C'est vrai que t'as fait un peu tout, quoi. T'as fait de l'expérience. C'est ça, j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. C'est assez beau, quoi. En tant que supporter du stade de Reims, quand je regarde le Paris FC, leur rumeur, c'est que du stade. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'anciens. Dizazi, des noms comme ça. Patrick Zahabi, qui est en train d'être une révélation de Ligue 2. Mais c'est ça, je vous ai dit que Bernard Arnault, non, mais le fils, Antoine Arnault, j'ai l'impression que c'est vraiment le mec qui découvre FM, qui se fait des kiffs, genre, hop, Thierry Immobilier, réputation 5 étoiles, allez, on va sur lui. Alors que peut-être que le coup, voilà, moi j'ai pas envie non plus d'être trop cynique parce que j'ai pas la garantie que ça a marché ou non. Mais je me dis que Thierry Immobilier, pourquoi pas avoir aussi un mec qui vient là 5 mois. C'est pas une grande perte. De toute façon, je pense que le maintien, ils sont pas forcément en grand danger. Je pense surtout qu'ils avaient besoin de prendre un défenseur supplémentaire. Ils l'ont fait avec Coppola. Ils avaient besoin de prendre un milieu supplémentaire. Ils l'ont fait avec Mounetti. Un ailier en plus, Colocchio. C'est juste que Thierry Immobilier en 2026, quand on parle de Stassin, quand on parle d'Ablin, quand on parle peut-être un peu plus d'avenir avec Matistel ou Sidiki Cherif, ça fait pas forcément, tu vois, grandement rêver. Donc on va voir. Moi, ça m'a fait sourire la rumeur
C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus clinquant. Voilà, on repense forcément en promu qui a de l'oseille à Monaco. 2013, qui avait fait Rames, qui avait fait Falcao, qui avait fait Moutinho, Toulalan, Ricardo Carvalho, Abidal, Kondogbia. Enfin, c'était vraiment un mercato de dingue. Là, pour le coup, c'est vrai que ça respecte aussi la logique que les dirigeants du Paris FC n'ont cessé de clamer dans la presse, à savoir, non, on y va pas à pas, on construit sur l'avenir, on fait d'abord le tri par rapport à l'effectif de Ligue 2 et on va y aller petit à petit. Donc c'est vrai que c'est une approche qui est différente. C'est vrai qu'on a tous vu LVMH et Red Bull arriver, on s'est dit waouh, ils vont envoyer du lourd et on attendait peut-être plus justement des passerelles qui sont un peu plus limitées, je trouve, avec Leipzig et Salzbourg. Donc on va voir ce que ça va donner pour cette deuxième partie de saison. Je trouve pas que le Paris FC a plutôt besoin de renfort en défense. Alors c'est vrai que le Paris FC était assez faiblos derrière. Ils ont pris Coppola, qui était une des révélations de la Serie A l'an passé, qui à Brighton n'a pas eu de temps de jeu. Je pense que ça peut leur faire du bien. C'est vrai qu'Otavio, ça n'a pas fonctionné. Là, ils sont récemment passés dans une défense à 3, voire à 5. C'est toujours le point de vue. Et ils prennent moins de buts, ils gagnent un peu plus de points. Ça permet de mieux voyager. On va voir le match qu'ils vont faire tout à l'heure contre l'OM. Mais c'est vrai que c'est quand même un club qui est toujours intéressant à suivre. Oui, Coppola est au Paris FC, tu vois, j'apprends des choses aux gens. Mais ouais, Coppola, hop, Diego Coppola, 22 ans, défenseur central, 1m93, tu vois, 5 matchs de Première Ligue avec Brighton, très peu titulaire, qui a quand même été acheté 11 millions d'euros au Hellas Vérone et qui du coup est déjà international italien, hein, 2 sélections quand même avec l'Italie, donc pourquoi pas lui aussi, on sait jamais, hein, s'il fait une deuxième partie de saison du tonnerre, il y a déjà un barrage en mars, mais pourquoi pas accrocher la sélection pour la Coupe du Monde, lui qui a quand même, tu vois, eu un bon petit vécu jeune avec le Hellas Vérone, donc je pense que c'est un bon renfort là pour le coup du côté du Paris FC. On va avancer les amis sur notre dossier sur... Ouais, pour le coup je suis très, très satisfait de voir ce coup là. Ah, Daryl Bacola qui va signer c'est vrai qu'on a quelques infos, immobilier, tout ça. Auxerre active. Oh, on a quelques infos qui viennent d'arriver. En plus, c'est vrai que j'ai vu que normalement Daryl Bacola devrait signer à Sassuolo. Ortega va s'engager à Nottingham Forest et Auxerre active la piste d'Atro Fofana. Mal embarqué en Ligue 1, le club bourguignon qui pointe à la 10e place s'active pour recruter l'attaquant de Chelsea. La saison d'Auxerre pourrait se jouer d'ici à lundi. Datro Fofana, prêté lors de la phase allée au club turc de Karamukuk. 6 buts en 13 matchs de championnat, fait partie des joueurs ciblés par la GIA. Chelsea et le club bourguignon sont entrés en discussion pour après avec option d'achat. Un autre club français est intéressé par le joueur. Capable de... tu sais que si autre club français, n'oubliez pas qu'il y a Lille, Rennes, l'OL, j'ai l'impression que ça va se faire soit Yaremchuk, soit Dalinga. Alors, quelqu'un m'a dit que Yaremchuk, normalement, ça devrait être plus lui. Donc, je vais juste aller taper Yaremchuk dans la barre de recherche. Capable d'évoluer aux 3 postes de devant, l'ivoirien, sous contrat avec le club londonien jusqu'en 2009. Également dans le viseur de plusieurs clubs qataris. Bon, de toute façon, c'est objectif numéro 9 à tout prix pour les Auxerrois. Du coup, Yaremchuk, ça dit quoi les dernières infos? Parce que moi, j'ai l'impression que la tendance était à Dalinga. Et finalement, ça pourrait être lui. Ah, Yaremchuk est déjà présent à Lyon. L'attaquant ukrainien va passer sa visite médicale. Il est prêté par Olympiakos qui inclut une OA non obligatoire de 5 millions d'euros. Oh, donc apparemment ce serait plutôt Yaremchuk par rapport à Dalinga. Moi j'aurais préféré Dalinga, mais peut-être que financièrement, vis-à-vis de Bologne, c'est pas le deal le plus simple à réaliser quoi. Un jour, on va savoir combien les agents italiens prennent sur chaque transfert avec Longoria. C'est vrai que cette histoire, elle est quand même assez folle. Merci, parce qu'on rappelle que Lirola, c'est Hellas Vérone, Ulysse Garcia aussi. Neil Mopé, c'est plutôt Séville, c'est l'Espagne. Bacola, Sassuolo. T'as eu également Ismaël Koné, Sassuolo. C'est vrai que t'en as un paquet qui ont rendu le service. Malinowski, Vitinha, Strootman au Genoa. C'est vrai que tu as beaucoup de clubs amis en Italie. C'est bien d'avoir des amis dans la vie. Ça peut te servir dans ce cas-là. On va aller, les amis, sur un transfert qui concerne encore une fois la Ligue 1. C'est un départ avec Mamadou Sarr. Chelsea aimerait récupérer Mamadou Sarr. Toujours à l'affût sur le dossier Jérémy Jacquet. Chelsea a étudié la possibilité de rapatrier Mamadou Sarr, prêté à Strasbourg, et d'envoyer Aaron Anselmino chez le club alsacien. L'opération semble néanmoins complexe. C'est un jeu digne des chaises musicales alors que le mercato hivernal ferme ses portes lundi 2 février à 20h. Chelsea est toujours en quête d'un défenseur. Le club londonien ne lâche pas des yeux le René Jérémy Jacquet, également sur le tableau de Liverpool. Rien contre Chelsea, mais c'est vrai que par rapport à toute la rotation et tout, et surtout la place libérée potentiellement par Konaté, le fait que Gay soit pas allé à Liverpool et Van Dijk fait son âge, Jacquet à Liverpool,
Je suis très preneur de ce transfert. Comme indiqué par MC Sport, Rennes est inflexible sur le fait de laisser partir son défenseur maintenant, d'autant que le club breton veut en faire le joueur le plus cher de son histoire. Pour trouver un terrain d'entente, le club anglais veut acheter le joueur de 20 ans et le prêter dans un foulot breton jusqu'à la fin de saison. En parallèle, les Blues réfléchissent à rapatrier Mamadou Sarr à Londres, international sénégalais 20 ans sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2026, et prêté à Strasbourg cette saison, où il est capitaine de l'ancienne équipe entraînée par Liam Ross Senior, désormais installé dans la capitale anglaise, le technicien apprécié défenseur central avec qui il a une bonne relation. Afin de faire revenir Sarr, Chelsea réfléchit à prêter Anselmino à Strasbourg, alors qu'il avait déjà été prêté au Borussia Dortmund pour une saison cet été. Anselmino a retrouvé le club anglais il y a quelques jours, après que les Blues ont activé sa clause libératoire, une décision qui fait réagir du côté du club allemand, tandis que le défenseur argentin a fondu en larmes lors de ses adieux à ses coéquipiers. Mais pour que Mamadou Sarr revienne à Chelsea, il faut que le club londonien trouve un défenseur d'envergure pour que les Alsaciens digèrent un peu mieux le départ international sénégalais. C'est la dure loi, encore une fois, la multipropriété de ce partenariat, de ce truc. Ouais, on est des clubs frères. Encore une fois, quand je vous le dis, il y a un petit frère qui se fait vraiment martyriser, harcelé dans l'histoire. Et des joueurs, t'as envie d'en faire des cadres. C'est des jeunes, ils sont tellement bons, mais tu sais que tu vas pas pouvoir compter sur eux. Si tu les as 2 ans max, c'est incroyable. Et malheureusement, Mamadou Sarr fait partie de la catégorie des excellents jeunes de Strasbourg. Et quand on sait que forcément, Chelsea recherche un défenseur central pour terminer la saison, parce que Jacquet sera peut-être pas possible. Rennes va sans doute essayer de le garder jusqu'à la fin pour, comme tu dis, on est cuit pour l'Europe si on l'a pas. C'est un discours que Habib Beye tient aussi. Mamadou Sarr, je pense que ce qui avait pu être aussi un déclic, c'est, comme je vous l'ai dit, ce qu'il a fait avec le Sénégal. Il est rentré en demi-finale de Cannes contre l'Égypte à la place de Koulibaly blessé. Il a fait une super demi-finale, mais alors sa finale, bien sûr, il s'est passé plein de choses. Le bazar autour, tu vois, de la Panenka, du Sénégal, on rentre au vestiaire, tout ça. Mais la finale qu'il a fait sur le terrain, Mamadou Sarr, c'était choquant. Franchement, il a fait un top fin de match. Et ça prouve que c'est un défenseur qui peut être vraiment parmi les tout bons. Vraiment, je sais pas quel est son plafond de verre, mais je me dis que vu ce qu'il est en train d'accomplir à 20-21 ans, on peut avoir que des regrets du côté de l'OL de l'avoir libéré, c'est ça. À l'OL, on a eu des joueurs de Botafogo qu'on n'a jamais vus, au moins à Strasbourg, ils peuvent les vous faire jouer une saison. C'est vrai que si tu le prends comme ça, on peut aussi entendre que la multipropriété, au moins tu peux les voir en action, alors que du côté de l'OL, c'était plutôt Textor qui faisait des tours de passe-passe. Mais Mamadou Sarr, voilà, c'est dur, c'est terrible. Pour les supporters en plus qui avaient, je pense, commencé à se prendre d'affection pour lui, parce que vraiment, parmi les défenseurs centraux de Ligue 1, c'est un des plus épatants, impressionnants. Tu vois, seulement 20 ans à ce poste, on sait que c'est assez sensible. Il a déjà joué 45 matchs avec Strasbourg, et sur ces 45 matchs, je crois qu'il y en a vraiment très peu qui sont mauvais. À chaque fois, je l'ai trouvé impliqué, concentré, sérieux, très propre, intéressant à la relance. Moi, c'est parmi les jeunes qui m'ont le plus bluffé ces dernières années en Ligue 1. Et voilà, 7 jaunes récoltés en 41 matchs. Et voilà, c'est vrai qu'il a été convoqué pour la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea. Tu vois, par exemple, il a joué que 3 matchs de Conference League. Il a joué les 2 de qualification parce que c'était important. Après, Rossenior, puis non pas O'Neill parce que c'était avant la phase de groupe de Conference League, on fait tourner. Mais ouais, Mamadou Sarr, pour un Strasbourg qui cherche l'Europe, qui cherche plus à faire l'Europa désormais que la Pipion League, ça pourrait être une perte majeure. Ça, c'est clair, quoi. Sarr qui passe d'une multipropriété à une autre. C'est vrai que lui, il enchaîne. Comme je vous le dis, je me place d'un point de vue sportif, d'un point de vue de Chelsea. Je vois ce que fait ce joueur. Il m'appartient. Oui, évidemment, je vais le rapatrier. Et c'est terrible pour Strasbourg parce que ça arrive encore une fois en cours de saison. Tu perds Rossenior, tu as tellement de mouvements à droite, à gauche. Je sais pas quels sont tous les mouvements du Racing au total cet hiver. Si je mets juste cet hiver. Est-ce qu'on a beaucoup de choses? On a Gessim Yassine, on a Lukovic qui est revenu de son prêt et qui est reprêté, Demba Diop qui est revenu, Amadou Cissé fin de prêt, et après ça c'est des joueurs qui repartent. Le Maréchal qui part à Bruges, Sobol qui est libéré, Koulibaly à Brest mais c'était plutôt dans la saison, Ndingula, ouais, t'as pas forcément beaucoup de choses mais c'est le genre de club où je pense que d'ici 48 heures, ça peut un peu partir dans tous les sens. Personne n'a l'idée d'aller chercher Cresswell. J'ai l'impression que Toulouse a un peu bloqué le truc. T'as eu pas mal d'approches, t'as eu Wolfsburg, t'as eu Rennes, mais je me dis que Cresswell, si t'es malin, tu attends 6 mois encore, tu termines en boulet de canon cette saison qui démarre tellement bien. Je pense que ce que j'ai dit pour
tu vois, à Liverpool, peut-être que ça va être un gros club de PL. Moi, je pense que Cresswell peut d'abord le voir dans un club, mais même un club intermédiaire, tu vois, un club qui travaille bien comme Bournemouth, ça pourrait être propre. Brighton, exactement, Brighton, ça pourrait être top. Quand tu vois que Cresswell, ça reste un jeune joueur, je pense que il serait aussi bien inspiré dans ce sens, quoi. Cresswell, 23 ans. 23 ans, et ça va continuer, encore une fois, à augmenter sa valeur marchande. C'est pour moi, j'ai parlé de Mamadou Sarr, parmi les défenseurs, les jeunes qui m'ont le plus interpellé, choqué. Cresswell, il était dans mon équipe type de la première partie de saison. Franchement, il a été monstrueux. Et je pense que s'il attend un petit peu plus, ça peut être sympa, quoi. Cresswell, c'est 40 millions minimum cet hiver. En vrai, c'est peut-être trop, mais quand tu vois certains montants de clubs anglais, je peux comprendre que tu en demandes autant. Et quand je te dis, si tu fais l'été prochain, après 2 ans, et une année complète, là, comme il vient de sortir, je pense que tu peux sortir une vraie belle chose. Alors, on va aller sur le dossier Lookman. Le dossier Lookman qui est un petit peu à l'arrêt. L'Atalanta a demandé 25 millions d'euros immédiatement sur les 35 millions d'euros d'indemnité de transfert conduit avec Fenerbahçe pour Lookman. Les 10 millions d'euros restants devraient être payés à court terme. Fenerbahçe a refusé. Le Fener ne fera pas de nouvelle offre. La décision de l'Atalanta est désormais attendue. C'est un dossier qui pourrait tomber à l'eau. Voilà, puisque Lookman, auteur de 12 matchs et 12 buts cette saison en Serie A, les discussions se poursuivent. Cette transaction représente plus qu'un déplacement du joueur. Pour faire matcher, c'est une chance de redorer son blason en Super League, bataillant pour le trône face à un rival de taille, Galatasaray. Intérêt à un talent comme Lookman, vis-à-vis forcément d'Osimhen. Bien que les deux clubs aient trouvé un terrain d'entente d'abord, d'autres obstacles demeurent. L'Atalanta exige des modalités de paiement précises et surtout des garanties bancaires de la part de Fenerbahçe pour sécuriser les transferts. Lookman de son côté a donné son accord pour rejoindre le club turc jusqu'en 2030, mais il suit de près cette saga, pesant chaque option avec diligence. En parallèle, le marché des transferts suit son rythme et des bruits courent sur d'autres équipes intéressées comme l'Atlético. L'Atalanta souhaite rester ferme, ne voulant pas affaiblir une attaque en pleine compétition européenne. L'issue de cette affaire demeure incertaine, mais elle illustre parfaitement la complexité d'un mercato moderne où les enjeux financiers et sportifs se chevauchent. Quel que soit le dénouement, cette histoire d'obstacles montre la pression constante des clubs pour attirer les talents convoités. La balle est désormais dans le camp des dirigeants pour conclure ce feuilleton hivernal. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu cette nouvelle, j'étais hyper surpris de voir que finalement, Lookman, après la CAN qu'il a sorti, même si ça s'est arrêté en demi-finale avec le Nigeria, ce serait que Fenerbahçe, c'est que le 9e championnat au classement UEFA. C'est un peu comme Mateta, je tiens ce discours, mais c'est normal, parce que je répète, j'ai pas la science infuse, et j'ai pas la certitude que Lookman, il s'imposerait dans un top club européen. On sait jamais ce que ça peut donner, le changement de dimension, s'il était à Arsenal, s'il était au PSG, s'il était au Bayern, ça aurait donné quoi sa carrière. Mais, comme je vous le dis, quand on voit ce mec aussi intéressant depuis tant d'années, je me dis que petit rendez-vous manqué quand même, hein, parce que Lookman, tu vois, c'est des stats assez régulières. Bon, cette saison, il a été un peu blessé, il a quand même joué pas mal en Ligue des Champions, il y a eu la CAN, donc saison un petit peu coupée. Mais quand tu vois, voilà, avec l'Atalanta, c'est 55 buts, 27 passes D en 137 matchs. T'as aussi forcément ce triplé en finale d'Europa League qui a marqué les esprits. C'est un joueur qui peut jouer un peu partout. Alors, est-ce que c'est un défaut? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une polyvalence qui a de quoi faire kiffer dans le football moderne. Et Lookman, ouais, je demande à voir. J'ai juste cette curiosité de me dire, Lookman, ça donnerait quoi si on l'emmène plus haut? Je ne sais pas si ça marcherait, je ne sais pas si il casserait la baraque. Mais comme on parle d'un ballon d'or africain, c'est normal de le vouloir un peu plus haut. Donc Lookman, c'est 80 matchs en deuxième attaquant, 28 comme avant-centre, 13 ailier gauche, 6 milieux offensifs et 5 ailier droit. Donc c'est quand même plutôt un joueur axial si tu te fies à son registre avec l'Atalanta et par exemple avec le Nigeria, autre type d'environnement. Ça dit quoi? Hop. Est-ce qu'on a tous les matchs ou pas forcément encore? Non, on a pas mal de milieu, ailier droit, ailier gauche, ailier droit. C'est peut-être un peu plus sur le côté avec le Nigeria. Je comprends pas comment un Bayern n'est pas allé tuer un PSG. Après, c'est vrai que voilà, au PSG, tu as quand même un gros secteur offensif déjà, tu as de la concurrence, mais quand on voit que ça peut commencer à tirer la langue, que certains ont des saisons moins complètes, Lookman aussi pour t'apporter une concurrence, ça peut avoir du sens. Et au Bayern, je pense que le Bayern, est-ce que ça peut être vraiment un titulaire indiscutable quand tu vois qu'il y a Moussiala qui est de retour? Je sais pas. Je me dis que Lookman, ça pourrait être un super sub incroyable, mais est-ce que c'est ce qu'il a envie, tu vois, à son âge pour le dernier peut-être gros change de sa carrière? À voir si justement le truc de Fenerbahçe en se disant tiens, Fenerbahçe qui est prêt à faire
Lookman pour 40 millions d'euros, ça n'a pas réveillé certains clubs, ça a parlé de l'Atlético. Tu vois, Lookman, dans une attaque à deux, avec Sorloth, avec Alvarez, pourquoi pas Griezmann, mais même si je trouve que Griezmann, Lookman, ça peut se ressembler sur certaines choses, je me dis que ça peut être assez intéressant. Mais j'ai l'impression que le dossier Fenerbahçe va se bloquer. J'ai quand même pris ce tweet de la Mianis qui est demandé aux suiveurs turcs d'avoir des informations sur pourquoi finalement les clubs turcs peuvent mettre des 60 millions sur Osimhen, des 40 millions sur Lookman. Ils ont énormément augmenté les revenus type billets et maillots chers et profitent de revenus fonciers importants grâce à l'aide de l'État. La rivalité des deux gros fait exploser les dépenses. Des gros sponsors, aide de l'État ou laxisme sur les dettes totales des clubs, mais les deux clubs sont plus endettés envers l'État, vente de biens immobiliers. C'est vrai que tu avais la fameuse vente du centre d'entraînement de Galatasaray qui était estimée à 800 millions, 900 millions, presque 1 milliard. C'était ça qui était fou. Aide de l'État, projet immobilier, ce qui a aussi permis à la Turquie de booster son PIB ces 25 dernières années. Sponsors et aide de milliardaires. Beaucoup de revenus, vente de maillots, billetterie et beaucoup de sponsors. Les hommes d'affaires n'hésitent pas à donner de leur argent pour aider les clubs afin de financer les transferts. Donc voilà, là t'en as qui envoient du lourd. 850 000 maillots vendus l'année dernière. La billetterie niveau abusé surtout en LDC. La vente des loges dans le stade pour Gala très cher pour Fener. Des dirigeants et présidents type Antoine Arnaud blindé qui aident le club car l'équipe n'est pas championne depuis 2014. Le Fenerbahçe n'a pas été champion depuis 2014. Ça, c'est une information quand même. Hein. Parce que, en vrai, je pensais que le Fener, tu vois, c'était un club qui avait au moins pris une ou deux coupes. Je sais qu'il y en a qui en ont récupéré pas mal. Hein. Galatasaray, t'as eu Başakşehir aussi, qui a été champion. Et ouais, dernier titre, c'est 2014. Ça, c'est quand même fou, tu vois. De voir le Fener ne pas être champion depuis quasiment 12 ans. On va voir un petit peu le placement différent du club. Placement Fenerbahçe, ça donne quoi? Ah ouais, c'est premier 2014, et après c'est deuxième, troisième, deuxième, sixième, septième, gros chute. Et là depuis c'est troisième et 5 fois deuxième. Oh là là. Oh là là, c'est dur. Avec l'ogre Galatasaray qui a pris ses différents titres. Donc forcément le besoin pour Fener quand tu vois Gala, ton rival, prendre tous les titres et surtout faire des... comment ça s'appelle, des coups à la Osimhen, ça peut s'entendre. Et comme Osimhen, enfin comme Lookman, ça bloque, on a du coup Sidiki Cherif qui va arriver normalement à Fenerbahçe. Sidiki Cherif a fait un pas de plus vers le Fener selon les informations. Un accord verbal a été trouvé avec Angers pour le transfert de l'attaquant 19 ans. Sidiki Cherif qui était annoncé à Crystal Palace, également par FC. Finalement, ça va le faire. Il vit un mois de janvier particulièrement dense, actuellement touché à une cheville après avoir reçu un coup contre le Paris FC le week-end dernier. L'attaquant ne s'est pas entraîné avec le groupe cette semaine. Petite Kimam Abdelli, renvoyé en réserve depuis 10 jours après avoir verbalisé son envie de rejoindre l'OM. Courtisé par ces mêmes Parisiens, mais surtout par Palace, l'attaquant 19 ans ne rejoindra ni l'un ni l'autre. Nous vous le révélions hier, il a décidé de filer à Fenerbahçe et les directions semblaient plutôt confiantes à l'idée de boucler ce dossier en temps et en heure. Tout le monde a travaillé dans le même sens au point d'avoir trouvé un accord verbal selon dernières indiscrétions. Quelques détails sont encore à peaufiner tout de même. Un accord verbal a été fixé pour un prêt avec option d'achat obligatoire de 22 millions d'euros, en plus d'un bonus de 3 millions pour celui qui a marqué 4 buts en 19 rencontres de Ligue 1 avec son club formateur. Si ce dossier va au bout, ce qui en prend le chemin, c'est que Cherif deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire du SCO, à égalité avec Jeffred Adelaide. On lui souhaite plus de réussite que Juira, qui s'est fait plusieurs fois les croiser, le pauvre. Vendu pour 25 millions d'euros lui aussi à l'OL à l'été 2019. Son départ semble acté, surtout qu'Angers a déjà trouvé son successeur. C'est vrai, avant-hier, le club a annoncé la venue sous la forme d'un prêt depuis Lens de Kodwin Goyalipou. Celui-ci était prêté à l'éventer durant la première partie de saison. L'an passé, en Ligue 1, il avait mis 4 buts en 15 rencontres de championnat. Ouais, Sidiki Cherif, c'est vrai que tu te dis 25 millions pour 4 buts en 19 matchs Ligue 1, c'est très cher, mais tu payes le potentiel. C'est comme Robinho Vaz à la Roma. Tu achètes plus le talent du garçon que ce qu'il est en train ce qu'il a déjà accompli. Vous me comprenez, et malheureusement, malheureusement non, mais heureusement pour Angers, parce que c'est une très belle vente. Après voilà, c'est toujours dommage, parce que peut-être dans l'optique d'un maintien, t'as quand même pris tes distances, donc je pense qu'Angers va se mettre à l'abri. Ils ont récupéré Van Den Boomen, ils ont pris forcément Koyalipou, ça fait peut-être pas rêver, mais pour un maintien, je pense que ça peut être assez intéressant. Et c'est vrai que Sidiki Cherif, une ascension express. J'aurais préféré le voir rester en Ligue 1, peut-être au Paris FC, ça aurait été intéressant. À Crystal Palace, le grand saut vers la première ligue, c'est peut-être un peu trop tôt. Fenerbahçe, ça peut être une sorte d'entre-deux, club très ambitieux, on vient d'en parler, également européen. Ouais, c'est vrai que c'est une trajectoire à part, quoi. Le Fener commencera à avoir une profondeur de banc intéressante offensivement s'ils font Cherif et Lookman. Je pense que si Cherif arrive,
J'ai du mal à voir Lookman aussi aboutir si justement tu as cette histoire des 25 millions et des 10 millions restants devant être payés à court terme. Je pense que, à mon avis, le Fener, après, c'est un prêt, et du coup, l'option d'achat, 22 millions, elle est activée l'été prochain, donc peut-être c'est sur un exercice suivant, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop tendu entre différentes parties. Du coup, c'est vrai que puisqu'on parle des attaquants du Fener, c'est John Duran qui pourrait rejoindre le LOSC, à voir si ça se fait. Après la grave blessure d'Abzaï Gaman notamment, bah voilà, je crois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui voulait avoir une info. Hop, Fior, arrives au bon moment. C'est dur ce foot dans lequel même avec des mecs, tu sais que tu vas vendre, tu peux en profiter que 5 matchs. Ah bah ça va très vite, surtout en Ligue 1. La Ligue 1 c'est bien parce que tu as ce label championnat, Ligue des talents, on va pouvoir développer des jeunes et on a d'excellents stands de formation, mais c'est aussi à court terme, malheureusement, d'un point de vue sportif, tu peux pas en profiter très longtemps. Je crois que c'est mort pour John Duran. Aïe aïe. Si c'est mort, c'est bien dommage. Parce que c'est vrai que John Duran, 2 ans après, c'est très dur de ce qu'on a compris. Mais j'aurais bien voulu le voir, quoi. Juventus aussi, apparemment, serait sur le truc. D'après Fabrizio, la Juve n'a envoyé aucune offre ni proposition sur John Duran, malgré les informations. Ah non, la Juve ne va pas sur John Duran, mais espère toujours faire Colomwani. C'est ça. Donc, à voir ce que ça va pouvoir donner un petit peu. Le LOSC risque de vivre une dernière ligne droite de mercato assez animée. Tac, tac. Le LOSC ne chôme pas ces derniers jours puisque Sky Italia affirme que John Duran est en approche, ce que confirme nos confrères de Football Transfer. Un prêt de 6 mois de l'attaquant de 22 ans serait même en bonne voie. Lui qui évolue à faire un match depuis le début de saison, 5 buts en 21 matchs, prêté déjà par Al Nasser. Aucun autre club n'a tenté pour le moment de faire basculer ce dossier. Reste tout de même à savoir si les Lillois seront en capacité d'assumer un tel salaire ou si son club saoudien prendra une partie. Alors, on ne sait pas si ça va se faire pour John Duran à Lille, mais c'est vrai qu'en fait j'ai parlé de 2 ans et en fait le foot va tellement vite que c'était il y a 1 an le transfert à Al Nasser qui était quand même un truc retentissant. Problème à la cuisse pour John Duran. John Duran, c'est ça, il est recruté par Villa à Chicago, 29,5 millions d'euros. 2 ans après, il part au mercato hivernal à Al Nasser pour 77 millions d'euros. C'est quand même un montant qui est délirant. Après, vu sa première partie de saison, c'était quand même, je peux l'entendre. Derrière, ça s'entend pas à Nasser, donc prêt à Fenerbahçe. Et là, il doit revenir. On ne sait pas ce qui va trop se passer dans ce sens. Transfert à Nasser, c'est 77 millions avec un montant bonus de 15 millions. Waouh, c'est quand même assez délirant. Et ce qui est ouf, c'est que ah non, je pensais qu'il avait été plus en valeur marchande. Il a atteint 40 millions d'euros. Donc un joueur un petit peu à l'arrêt quand même. Hein. Le John Noran, 3 buts en championnat turc, inflammation osseuse. Là actuellement, il rejoue quand même un petit peu. Il a connu Mourinho au début, je crois que c'était un peu enflammé entre les deux. Al Nasser, c'est 8 buts en 13 matchs quand même. Mais on sait que ça s'est pas bien passé d'un point de vue comportement sportif, comportement extra-sportif justement. 7 buts en 20 matchs première saison, mais c'est vrai que c'était en Ligue des Champions aussi, il avait marqué des buts de fou. 20 buts en 78 matchs avec Aston Villa. Après, voilà, il faut réussir. On n'en veut pas à Lille un Boni à problème ce type. Voilà, je me demande à quel point le comportement, il peut réussir à se jauger. Est-ce que Lille, c'est un bon nom, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller sur un joueur avec moins de pédigré, mais peut-être plus une valeur sûre, un mec qui peut entrer dans le moule. Après, tu as quand même cette urgence de trouver un remplaçant à Giroud, ou justement un remplaçant à Egaman pour avoir un nouveau numéro 1, et avoir un nouveau numéro 1 en 48 heures à la fin du mercato, ça paraît quand même assez compliqué, quoi. Mais c'est vrai que j'ai vu la rumeur, je me suis dit, waouh, quand même la trajectoire, c'est fou. S'il veut jouer la Coupe du Monde, il doit se bouger le frérot. C'est vrai que pour John Duran, on a encore une fois, comme pour pas mal de joueurs, le contexte Coupe du Monde. Le fait de se dire que le train peut peut-être passer avec la Colombie. Alors, on regarde quand même les dernières apparitions. Est-ce qu'il a été convoqué ou non? Tu vois, il n'a pas été dans l'effectif sur les derniers matchs. Après, il était blessé. Je pense qu'en vue de la Coupe du Monde, il aura quand même sa place. Même si, tu vois, il n'a pas non plus un vécu incroyable avec la sélection colombienne. Parce que c'est 17 matchs, 3 buts. Mais peut-être que lui, il se dit, bon, ma place, elle commence à craindre. Donc, c'est le moment de s'activer. Ça, c'est clair. Je suis bien d'accord avec vous, quoi. Marcos Leonardo évoqué à Atlético, très bon joueur. Oh, belle info transfert, ça. On verra. On rappelle, je ferai un récap mercato, un dernier, mardi, après la fermeture du marché, comme ça, on aura le temps de revenir sur les dernières infos, les derniers transferts officialisés. Ça permettra de terminer en beauté. Dernier dossier que je voulais évoquer avec vous, c'est Kader Meïté. Al Hilal n'a pas lâché le morceau et a finalement touché au but. Le club saoudien a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour le transfert du jeune attaquant Kader Meïté, 18 ans. Le montant avoisine les 30 millions hors bonus. La stratégie des clubs saoudiens a évolué au fil des années. C'est vrai qu'on avait eu Simon Bouabré, Nathan Zézé. Il y avait aussi d'autres jeunes hors Ligue 1
Comme Gabi Veiga, on a aussi Koné qui était passé par Reims, qui a été transféré, je crois que c'était à Neom. Le Stade Rennais a pu le constater avec Kader Meïté, arrivé à Rennes l'été 2023 en provenance de Montrouge. Meïté s'est rapidement imposé dans l'effectif avec déjà 3 buts en 18 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. C'est comme Sheriff en fait, tu vois, c'est 3 buts. L'autre c'est 4, et finalement c'est des montants qui explosent, parce que tu achètes le potentiel. Voilà, c'est Al Hilal convaincu par son talent et ce qu'il peut apporter. Après cette mise d'accord, le club saoudien a envoyé une première offre à Rennes qu'il a repoussée, mais la deuxième tentative a été la bonne. Selon les informations, un accord a été trouvé entre Rennes et Al Hilal ce jeudi pour le transfert du jeune attaquant français âgé de 18 ans. Un accord qui devrait se situer aux alentours des 30 millions plus 3 de bonus, initialement liés jusqu'en 2028. Kader Meïté a lui accepté de signer pour Al Hilal. Le Stade Rennais ne battra donc pas son record de vente obtenu avec le transfert de Doku à City pour 60 millions en 2023, mais il perd un élément intéressant qui a incarné l'avenir et sur lequel s'appuie régulièrement Habib Beye. Ouais, c'est vrai que ce transfert, il peut un peu interpeller. Alors j'espère pour Rennes qu'ils vont pas perdre et Jacquet et Bey, parce que sinon je pense que ça commencerait à faire trop. Je vais juste vous poser la question forcément, comprenez-vous le choix de Kader Meïté à 18 ans, hop, voilà, d'aller vers l'Arabie Saoudite, parce que encore une fois c'est vrai que tu vas t'éloigner des sphères on va dire européennes, que tu aurais pu peut-être rejoindre en patientant un an ou deux un beau club de première ligue pour 50-55 millions, mais encore une fois l'Arabie Saoudite, tu vas devenir millionnaire très tôt, tu vas mettre ta famille à l'abri pour plusieurs générations, donc toujours difficile de se positionner à la place des joueurs. D'un point de vue, oui, encore une fois, de logique, on aurait préféré le voir rester à Rennes un peu plus longtemps, s'imposer, et comme tu le dis, Gouavi dans 2 ans il reviendra en Europe. C'est pour ça que tous ces joueurs, les Bouabré, les Aizé, je suis persuadé qu'au bout d'un moment ils pourront revenir en Europe, parce que les clubs saoudiens ont besoin d'un vécu sportif immédiat, mais financièrement s'ils ont des pertes là-dessus, c'est pas, tu vois, enfin si tu récupères Nathan Zézé pour 20 millions que tu le revends 10, c'est pas une urgence, voilà, c'est pas dramatique pour eux quoi. Le record, c'est Jacquet pas Meïté. Ouais, je pense que c'est Jacquet qui va peut-être le péter, voire, j'imagine peut-être le transfert l'été prochain à, comment ça s'appelle, à Liverpool pour 65 millions d'euros. Mais encore une fois, Rennes vend très très bien. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le Stade Rennais est quand même assez chaud là-dessus, avec pas mal de mouvements. À chaque fois, on se dit waouh, Rennes quand même, ils savent envoyer un petit peu sur ces différents dossiers. Départ record du Stade Rennais, parce que là, tu vois, tu as de la formation, tu as des joueurs qui sont post-formés, qui sont arrivés comme Doku. Doku 60 millions, Doué 50 millions, Aguerd 35 millions à West Ham, très très bien vendu. Ousmane Dembélé 35 à Dortmund, Kamavinga 31 au Real, Sarr 30 millions à Watford, Kalimundo 30 à Nottingham, très bien vendu aussi, Hugo Choku 27 millions à Chelsea, pareil, le joueur n'avait pas beaucoup prouvé, donc bien vendu, Mayer 25 millions à Wolfsburg, et Kamaldine Soulemada 25 millions à Southampton. C'est vrai que ça vend quand même, tu vois, assez bien. Tu vois, il y a quand même aussi dans cette liste Rafinha 18 millions, Matistel 20 millions, j'ai l'impression que c'était un peu plus à l'époque. Grondbeck très bien vendu. Tu sais que Grondbeck, on va le voir juste après, mais c'est bon, il a trouvé son nouveau club. Notre ami Albert Grombeck, ce Albert Grombeck m'intrigue, qui ne changerait pas de job pour x10 en salaire. Voilà, c'est pour ça que nous on peut se placer d'un certain point de vue, mais lui, Kader Meïté, voilà, c'est aussi un truc immédiat. Il va quand même être diffusé chez Zach Nani, hein, ça va être The Place to Be. Ça va être intéressant de le voir un petit peu à l'œuvre. Hâte de le commenter, pourquoi pas, une nouvelle fois. Aguerd était si fort quand il part chez nous. Ah non, mais je dis pas le contraire, mais je trouve que 35 millions Aguerd, c'est quand même, tu vois, une vraie belle vente. Hein. Franchement, je trouve que je pensais pas qu'Aguerd serait dans le top 5 des ventes du Stade Rennais. Tu vois, je mettais des Dembélé, des Kamavinga ou Matistel devant. Pour moi, Aguerd, c'était plus 20-25 dans ce sens. Et forcément, qui dit départ, vous le savez, ça dit arriver. Le Stade Rennais accélère pour remplacer Kader Meïté, alors que le transfert à Al Hilal doit se concrétiser. Le Stade Rennais s'active pour y trouver un successeur avant la fermeture du mercato. Dans la shortlist rennaise figure en très bonne position le jeune Marocain champion du monde U20, Yassir Zabiri, qui évolue dans le club portugais de Famalicão. Selon les informations, les discussions sont en cours pour les 2 clubs pour un transfert. Il reste peu de temps, mais l'état-major autour du directeur sportif Loïc Désiré s'active fort. L'idée semblerait d'être faire venir un profil assez jeune à développer, un peu dans la veine de Meïté, pour offrir une 3e option au poste d'avant-centre avec Brel Mbolo et Stéphane Le Paul. Parmi les 2 ou 3 pistes très sérieuses qui constituent la shortlist des Rouges et Noirs, a notamment émergé celle menant au Marocain Yassir Zabiri, 20 ans, qui évolue à Famalicão, 7e de Liga portugaise, avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2028. Il peut aussi évoluer en position plus excentrée. Issu de l'académie Mohamed VI comme Abdelhamid Aïd Boutlal, avec lequel il a évolué dans les équipes de jeunes ayant de l'Atlas, Zabiri avait été l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde du 25, auteur de 5 buts et victorieux avec le Maroc. Depuis bon nombre
d'écuries étrangères le suivent de près. C'est le cas de Rennes qui l'a déjà observé à plusieurs reprises. Selon les informations, des discussions sont en cours entre les deux clubs. Dans le sens des départs, Grönbeck va être prêté à Hambourg. Seko Fofana doit rejoindre le FC Porto. Comme ça a été annoncé précédemment, et Glenn Kamara, lui, ça pourrait être arrivé du côté de Sheffield. Franchement, Zabéry, moi, il m'avait tapé dans l'œil, j'avais trouvé incroyable ça à Coupe du Monde du vin, donc je peux comprendre l'idée. Je crois que Famicao en demande 17 millions, 15-17 millions. C'est peut-être un montant qui est excessif, mais voilà, c'est aussi le jeu, hein. Tu vas peut-être surpayer en fin de mercato un joueur qui est très courtisé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à lui, donc ouais, ça peut tout à fait s'entendre. Ah, Shabani Nonda, bah évidemment, Shabani Nonda, 20 millions en 2000, c'est qui ce mec? Ah, c'est tellement logique. Shabani Nonda, légende. Légende de la Ligue 1. Malheureusement, sa grosse blessure au genou l'avait un peu freiné dans sa carrière, alors que l'attaquant congolais était fantastique. Donc Zabiri, intéressant de le voir débarquer en Ligue 1. Bah, encore une fois, un jeune talent marocain qui va pouvoir s'exprimer, c'est pas mal. Oui, j'ai vu Albert Riera à Francfort, t'en penses quoi? J'ai déjà dit, c'est vrai que ça me fait rire en tant que Bordelais de voir Albert Riera, qui était un énergumène, qui était très divertissant, pas forcément d'un point de vue des résultats et des ambitions dans le jeu, où je pense que c'était pas adapté, c'était trop par rapport à l'effectif bordelais. Mais écoute, en Slovénie, avec ce jeu, il a fait un quart de conférence, il a de belles idées, vraiment, et je pense que la Bundesliga, c'est le championnat qui s'adapte plus à sa philosophie. Donc Francfort, très beau club pour lui, très belle ascension, donc hâte de le voir en Bundes. J'ai hâte de voir aussi certaines conférences de presse, parce que ça va être assez savoureux. Les amis, comme toujours, on va se terminer avec quelques infos pêle-mêle, les derniers transferts officialisés à droite, à gauche, voir un petit peu ce qui s'est passé, qu'on aurait pu louper. Après, il y a pas mal de transferts qu'on a déjà évoqués. Donc Wesley, jeune milieu ailier brésilien, est prêté par Al Nassr à la Sociedad. On a quoi? Youssef Malé qui est prêté par Lecce à la Cremonese. On a Mitrovic, Stefan Mitrovic, qui est prêté par l'AS Vérone en Grèce. Albert Grönbeck, comme on l'a dit, qui rejoint Hambourg, un nouveau challenge pour ce joueur qu'on avait bien aimé, hein. C'est blague à part, franchement, il y avait un truc avec lui. Malheureusement, pas resté assez longtemps pour le prouver. Kendry Paez, qui fait la navette, hop, retour à Chelsea, direction River Plate maintenant. Evan Guessant, c'est vrai qu'on aurait pu l'évoquer un peu plus longuement, qui est prêté par Aston Villa à Palace pour la succession de Mateta avec aussi Strand Larsen. Terem Moffi, oui, aussi un autre départ de Ligue 1, qui est prêté par Nice à Porto. Voilà, vous savez que Moffi comme Boga, ils ne veulent plus jouer. D'ailleurs, Boga aussi, ça va être intéressant de surveiller les dernières heures du mercato, s'il va pouvoir s'échapper des Aiglons. Aslani qui est prêté par l'Inter à Besiktas. On a Dan Scarlett, jeune attaquant de Tottenham, qui est prêté à Hibernian en Écosse. Eren Dixie qui est prêté par Fribourg à Heidenheim. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Abdul Koné qui s'envole pour Leipzig mais qui va terminer la saison à Reims, jeune espoir rémois, donc intéressant. Aurelio Buta qui quitte Francfort direction Copenhague, et après on a quelques transferts à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Mohamed Kaba, c'est ça, qui rejoint Nantes, autre joueur qui est arrivé ces dernières heures, comme il s'appelle, Frédéric Gilbert. On a un départ, j'ai vu Jim Alevina qui quitte Angers, j'étais passé à côté, qui rejoint Kassim Passa en Turquie. Franco Carboni qui va rejoindre Parme, prêté par l'Inter. Bon, pas mal de mouvements de second couteau. Et oui, Timo Werner, les boss, incroyable, qui quitte Leipzig. Il n'a même pas 30 ans, carrière déjà finito, et il va pour les San Jose Earthquakes en MLS. Donc voilà, une nouvelle tête d'affiche pour le championnat nord-américain. Et sinon, on a quoi? On a Brian Oko qui va rejoindre Auxerre, c'est ça, jeune défenseur suisse, intéressant de renforcer la défense avec un joueur qui a fait une belle campagne de Conference League. Et Abdul Koné, c'est quand même 17 millions d'euros, hein, le départ pour Leipzig. C'est pas mal du tout, hein, franchement. Entre Patrick Zahabi, Abdul Koné, même avant, tu prends les Noah Sangui, Valentin Tangana. En l'espace d'un an, Reims a très bien vendu ces jeunes, hein. Franchement, c'est quand même chapeau. On a Masuaku, c'est vrai, qui est prêté par Sunderland à Lens. Vrai beau mouvement d'ancien expérience, ça me plaît bien. Damien Pizarro qui avait quitté Le Havre, qui repart direction le Racing Club en Argentine. Neil Mopé, ça à Séville, c'était fait. Adama Traoré, on l'avait vu, qui rejoint West Ham pour 2,3 millions d'euros. On a Douglas Luiz qui revient à Aston Villa, près de 2 millions. Paqueta, c'est officiel, 42 millions d'euros en provenance de West Ham. Jess Ward-Prowse aussi qui quitte les Hammers, qui est prêté à Burnley. Et on a Amorim, milieu central portugais, brésilien pardon, qui quitte Alverca direction le Genoa pour 7,5 millions d'euros. Un beau mouvement, franchement assez sympa quoi. Jean-Bière, il fait du mouvement du blanchiment d'argent. C'est vrai que Jean-Bière, il vend très très bien ses joueurs. C'est le cas de le dire. Les amis,
Merci à tous d'avoir suivi ce récap mercato qui était plus long que d'habitude, beaucoup de dossiers à aborder. Comme je vous le dis, on arrive sur la fin du marché des transferts, donc forcément, à droite, à gauche, les dernières infos, puis en plus, des fois, on se perd en allant voir le classement de le classement de Fenerbahçe ces dernières années, ou même à quoi ressemble la ville de Pescara, ou l'histoire de Saint-Marin, mais voilà, c'est ça, les lives qu'on aime. Donc merci à tous de m'avoir suivi, on se donne rendez-vous demain pour le débrief Ligue 1, j'espère un peu plus en forme, parce que vous voyez que la voix, on est un peu malade, donc on va essayer de se ressourcer, de se reposer devant la Ligue des Talents, avec un beau programme aujourd'hui, le Paris FC Marseille, le Monaco-Rennes notamment, demain, Lyon-Lille, et on a aussi le fantastique Strasbourg PSG à 20h45. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Comme toujours, on est en rediff sur YouTube, également en podcast, le COP de Scipion. Donc n'hésitez pas à aller mettre des commentaires, des likes, des petites étoiles pour me soutenir. Et puis moi, je vous dis à demain soir, en forme évidemment. Et passez un très bon week-end les boss. Salut à tous.